Cette hebdo-édition du dimanche 11 février 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Heureuse fête de la jeunesse au fer de lance de la nation. Au Cameroun, le gouvernement, à travers son ministre de la Communication, met en garde les citoyens et citoyennes qui ternissent l'image du pays et appelle à l'insurrection. Dans un communiqué publié ce 8 février, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, dénonce ceux qui, à travers les réseaux sociaux, manquent de respect aux aînés et appellent au soulèvement en ayant pour prétexte la liberté d'expression. On en parle en sujet d'entrée commun à tous les panélistes. 58e édition de la fête de la jeunesse, comme il est de tradition. Le président Paul Biya a adressé un message aux jeunes ce samedi 10 février, veille de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse. Il invite les jeunes à s'auto-employer, d'autant plus que les frais de scolarité sont passés de 500 000 à 50 000 francs CFA dans les centres de formation professionnelle d'excellence, sport, économie, éducation, emploi et j'en passe. L'analyse du discours du chef de l'État est à suivre dans un instant sur cet hebdo. Et pour parler du dernier sujet, je vais citer un ancien militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Saint Éloi Bidon, qui estime que Paul Biya devrait décorer Samuel Eto'o fils et pour cause. En un seul post sur le président de la Fédération camerounaise de football, les internautes parviennent à tout oublier. Coupure intempestive d'électricité, inflation et bien d'autres. Pour l'ancien adjoint aux mains de Yaoundé 6, le chef de l'État est le grand bénéficiaire de cette situation ô combien distrayante. On parle de tous ces sujets. Avec vous, professeur Claude Assira, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et de Paris, maître de conférence à l'Université catholique d'Afrique centrale. Bonjour maître et bonjour. Merci. Vous êtes également le trésorier de l'ordre. Bonjour madame Ganze, mais je suis surtout ici comme citoyen venu débattre avec mes co-panélistes à qui je dis évidemment bonjour, de la même manière que j'adresse bonjour, un bon dimanche et une bonne fête à l'ensemble de vos téléspectateurs. Vous n'allez pas nous empêcher le plaisir de dire que vous êtes le monsieur finance de l'ordre. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, on reçoit votre collègue quand vous êtes enseignant, le docteur Patrick Riffoé. Il est spécialiste de la communication, du marketing et des études, enseignant à l'université de Douala et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sur ce point-là, vous n'êtes pas collègue. Bonjour, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour et bonne fête à toutes les jeunes et à tous les jeunes camerounais. Merci d'être avec nous ce dimanche face à vous. Marcel de Tadieu, du SDF. Il est président de la circonscription électorale de la 5e. Bonjour Monsieur Tadieu, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Madame Ganze, c'est un plaisir pour moi de représenter le Social Democratic Front sur ce plateau. Bonjour aux éminents compatriotes co-panélistes de ce matin. Je ne sais pas si je dois dire bonne fête ou bonne commémoration à la jeunesse, mais en tout cas, merci de m'avoir convié à ce débat et j'espère que les échanges seront fructueux. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, Sop Amin Fodieu, consultant senior en communication marketing, nouveau militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Madame Ganze, c'est vrai que ça fait peut-être 8 mois que je ne suis pas passé par ce plateau. C'est toujours un plaisir de retrouver votre plateau et d'avoir l'échange avec vous. Et c'est la première fois que je rencontre Maître Claude Assira, que j'ai souvent beaucoup eu à voir sur d'autres plateaux ou à suivre des vidéos sur les réseaux sociaux. Et c'est également aussi une première parce qu'enfin je me retrouve sur un plateau avec mon ex-porte-parole de Patriote Alliance, Dr Patrick Riffoé. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de ping-pong. Mon ex-porte-parole quand j'étais président de Patriote Alliance. Donc c'est vrai qu'on a souvent eu beaucoup de ping-pong, c'est-à-dire quand je suis annoncé sur un plateau, si lui et ses camarades du RDPC ne me font pas remplacer sur le plateau, c'est sûr on le fera remplacer lui-même. Donc je suis heureux de voir que de ce côté, il y a une certaine évolution. Donc, je veux dire, au moment où vous travaillez ensemble, il s'est passé quoi? Je ne sais pas, peut-être c'est le docteur Riffoé qui peut vous expliquer pourquoi il avait cette peine ou cette difficulté à me rencontrer sur un plateau. Je me rappelle même une fois, il était en chemin pour un plateau, il a dû rebrousser chemin. Moi, je ne sais pas trop, mais bon. Ce n'est que moi. Peut-être que c'est une histoire que vous préférez garder ou alors gérer plus tard en dehors des caméras. Le docteur Patrick Riffoé n'a pas envie de dire un mot là-dessus. Je le vois bien à son attitude. Alors, vous, je le disais, vous êtes de nouveau militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Rapidement, on va le faire vraiment rapidement. Est-ce que vous avez démissionné du PCRN pour adhérer au MRC? Parce qu'il s'est passé moins, sinon un mois exactement, entre ces deux événements, votre démission et votre adhésion. Bon, déjà, comme je vous disais, ça fait près de 8 mois ou 6 mois que vous ne me voyez plus sur les plateaux.
parlant peut-être au nom du PCN ou dans mes différents réseaux sociaux, vous avez remarqué que je ne faisais plus aucune communication, aucune allusion au parti. C'est juste que j'étais déjà, je veux dire, je me posais déjà certainement des questions sur mes propres combats politiques et les propres ambitions du parti. Parce que moi, je suis pour le changement par les urnes au Cameroun. Moi, je recherche une formation politique où j'estimais que l'ensemble de l'appareil se donne tous les moyens nécessaires pour ce combat-là, qui est celui du changement par les urnes. Ce n'est pas le cas? Je veux dire que dans ce sens, je pense que j'ai trouvé un peu le terreau plus fertile auprès du MRC. C'est-à-dire que, eu égard au passif qu'ils avaient déjà dans passif, ce genre de combat. Je parle de passif, notamment les élections présidentielles de 2018, avec leur grande mobilisation pour défendre le résultat dont ils réclamaient et dont tous nous connaissons qu'ils ne sont pas arrivés au bout parce qu'il y a eu des petits vices de forme qu'on a mis dans la loi pour empêcher à ce que ce genre d'initiative ne puisse aboutir. Et également le fait que... Quand vous étiez au PCRN, qu'est-ce que vous pensiez de ce combat-là? Non, quand j'étais au PCN, je suis au PCN en tant que militant de l'opposition. Ça veut dire une personne à la quête du changement pour les Camerounais, à la quête du changement par les urnes. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que quand vous faites un chemin et que vous avez votre objectif, vous faites une évaluation. Que ce soit tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous posez la question, est-ce que je suis en train de me rapprocher vers le combat que je mène? Est-ce que les sacrifices que je fais, par exemple, aller sur les plateaux de télé, prendre la parole, est-ce qu'au bout, je sens qu'il va y avoir une récompense pour ces sacrifices? Je ne parle pas d'une récompense personnelle, je parle de la réalisation du changement au Cameroun. Vous savez, au Cameroun, ce n'est pas facile d'être dans l'opposition. C'est-à-dire que, du coup, quand vous êtes dans l'opposition, la preuve, le docteur Ifoué commence à me fuir, beaucoup de personnes commencent à vous blacklister, beaucoup de partenaires avec qui vous étiez en collaboration dans le cadre des affaires commencent à vous éviter, peut-être parce qu'ils ont des liens avec le régime. Donc, ce n'est pas facile. Et je me dis, OK, si je suis entré dans un cycle, peut-être de 10 ans, avec pour objectif qui est un changement réel par les urnes au Cameroun, vaudrait mieux qu'à un moment, j'évalue à quel niveau je suis avec mon combat et à quel niveau est-ce que les partenaires avec lesquels j'évolue se situent. Donc c'est dans ce registre que je me trouve. Si moi j'étais un prébandier, moi je serais plutôt RDPC parce que je sais que là-bas on partage la viande. C'est une réunion dans laquelle on partage la viande à tout le monde. Vous avez un jour été au SDPC, je veux dire... Non, je n'ai jamais été militant du RDPC. Comment vous savez qu'au RDPC on partage? J'ai été le fondateur d'un mouvement, les Patriotes, qui, par la suite, j'ai créé une association là-dessus. Beaucoup d'autres mouvements sont nés de cette vague que j'ai lancée en 2018. Et la plupart des personnes, là, ils travaillent avec moi. Ils travaillent, le docteur Patrick le sait. Beaucoup ont préféré sortir et créer d'autres petits mouvements satellites parce qu'en fait, ils ont compris l'intérêt qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que les prébandes que les gens gagnaient derrière, les petits positionnements que les gens avaient derrière, la preuve, un certain nombre de personnes... un positionnement parce qu'il est allé au RDPC. Je rappelle que le docteur Patrick Ifoué est enseignant. Je ne vais pas citer les noms, mais je vous dis, mon ancien vice-président, Patriote Alliance, mon ancien vice-président, il est maire actuellement. Mon ancien secrétaire général adjoint à la communication est député suppléant. Un autre ancien membre, je continue de le dire, est passé... Pour être maire, pour être député. Non, je veux dire que... Ce sont les populations qui votent. Non, dans le RDPC, la population ne vient qu'après, parce que c'est l'appareil qui fabrique. C'est-à-dire que l'appareil vous fabrique et vous positionne. Quand vous êtes déjà dans une liste... Il y a peut-être des investitures, mais au finish, ce sont bien les populations qui votent. Je vous répète que dans le cadre de l'élection de 2020, avec le boycott du MRC, il suffisait seulement qu'un individu se retrouve dans une liste du RDPC pour être élu. C'est tout. Donc le combat se passait à Yaoundé. Alors il fallait à un certain moment se retrouver dans une position qui vous donne une certaine visibilité auprès de l'élite de Yaoundé qui décide de qui va être maire, qui décide de qui va être député. La plupart de ces députés RDPC ou de ces maires RDPC, c'est des fabrications des ministres à Yaoundé, ainsi de suite. Pourquoi quand vous êtes parti de votre mouvement, vous n'avez pas directement rejoint le MRC? Parce que je précise que le MRC existe depuis 2012. Bien évidemment, ça c'est une très belle question. Moi je l'aime bien. Je dis que je me suis engagé en 2021 dans la politique, à un moment où le MRC était en difficulté. Vous vous rappelez, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en prison. Est-ce que si vous appréciez tellement ce combat-là? Non, moi j'ai mon combat d'abord.
Mon combat, c'est le changement par les urnes au Cameroun. Donc, quand je décide de m'engager à l'opposition en 2021, pour moi, l'appareil politique qui, en ce moment, avait beaucoup plus d'attrait, ou si vous voulez, a beaucoup plus de liberté, ou de champ de liberté pour pouvoir exprimer ce combat, ou mener ce combat, c'était le PCRN. Parce que les militants du PCRN n'étaient pas en prison? Non, pas forcément, pas forcément. Simplement parce que il y avait un vent de nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux parler là. C'est-à-dire qu'il y avait comme un vent de nouveauté, il y avait un certain dynamisme derrière, et c'est ce qui m'intéressait. Mais je veux dire que moi, j'ai mon combat à moi, qui est celui du changement. Alors, donc, j'ai suivi la vague du PCRN parce que j'ai senti qu'il y avait ce dynamisme, cette volonté de changement. En une minute, pour qu'on sorte rapidement, parce qu'on doit passer la parole aux autres invités pour le sujet d'entrée commun à tous les panélistes. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto et le MRC devraient vous faire confiance aujourd'hui? Je rappelle que vous n'êtes pas le premier militant à partir du PCRN pour rejoindre le MRC. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto et le MRC devraient vous faire confiance? Je ne demande pas au professeur Kamto de me faire confiance. Je ne demande pas aux amis politiques du MRC de me faire confiance. Ce n'est pas de leur confiance dont j'ai besoin. Vous avez besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir me mettre au travail pour le changement. C'est ce qui importe. Les gens vont en politique parce qu'ils ont des intérêts personnels derrière. C'est-à-dire que les gens s'engagent dans une formation politique et décident de suivre un leader dans la formation parce qu'ils estiment qu'ils veulent être nommés, quitte au bureau national de la formation politique, ou quitte parce qu'ils veulent avoir de l'investiture dans les semaines ou les jours à venir ou les mois à venir. Et après, quand ça n'arrive pas, ça devient la déception, ça devient les guerres. Je n'y vais pas parce que je recherche une certaine reconnaissance, que ce soit de ce leader, pour qui j'ai beaucoup de respect, ou que ce soit de mes amis politiques. J'y vais parce que j'ai un combat et je m'investis dans ce combat, c'est tout. Merci. Bon courage en tout cas. Dans un communiqué publié ce 8 février, René Emmanuel Sadi dénonce ceux qui, à travers les réseaux sociaux, manquent de respect aux aînés et appellent au soulèvement en ayant pour prétexte la liberté d'expression. Alors, Monsieur Tadieu, comment est-ce que vous accueillez ce message du MINCOM? J'ai accueilli cette communication du MINCOM un peu comme, je vais prendre une métaphore, comme un serpent qui se mord la queue. Parce que le gouvernement de la République du Cameroun, en tout cas ceux qui font office d'autorité, prennent des positions concernant surtout les NTIC et les réseaux sociaux en particulier, selon le sens qui les arrange. Il vous souvient, Madame Ganze, qu'à une certaine époque, cela avait fait jaser un peu dans les chaumières. Un collaborateur de ce même ministre de la Communication avait pris des libertés dans une communication publique où il a pratiquement, j'allais dire, versé dans du tribalisme, ni plus ni moins. Vous vous souvenez de la fameuse expression proximité sociologique. Donc, je peux être d'accord, si on était dans une dynamique normale de gouvernance, je peux être d'accord que M. Sadi, en tant que porte-parole du gouvernement, dise, en tout cas mette en garde les Camerounais sur les dérives qu'on observe. Moi également, j'observe ces mêmes dérives sur les réseaux sociaux. Sauf que Monsieur le ministre dénonce ces dérives uniquement lorsqu'elles sont dirigées généralement contre le pouvoir dont il sert. C'est-à-dire lorsque les dérives sont de nature à menacer le régime dont il sert, il se sent obligé de faire des sorties. Je me serais attendu à l'époque quand ce collaborateur de ce même ministre de la Communication avait pris ses libertés vraiment versant dans un langage ordurier qui n'était pas propre. Est-ce que le collaborateur parle au nom du gouvernement camerounais? Madame Ganze, oui, monsieur. Lorsque vous êtes une autorité, ou alors si vous avez l'habilité de répondre au nom des institutions, à quelque niveau que ce soit, vous avez un devoir d'exemplarité lorsque vous prenez la parole en public, que vous parliez ou non au nom du gouvernement. D'accord? Si il n'avait pas été blâmé, en tout cas je n'ai pas vu une sanction disciplinaire en son encontre à cette époque.
les affaires de la République devraient se traiter officiellement. Sauf s'il y a des chambres noires où certaines choses se font sans que nous ne soyons au courant. En tant que citoyen, je me serais attendu qu'officiellement, qu'une sanction soit prise à l'encontre de ce fonctionnaire qui, à cette époque-là, s'était donné des libertés qui étaient de nature à menacer la cohésion sociale. Donc, je suis d'accord avec le ministre Sadi et que nos prises de parole dans les réseaux sociaux doivent être encadrées parce que, il faut le dire, parfois ça va vraiment dans tous les sens. Mais sauf que je voudrais inviter monsieur le ministre à condamner ces dérives-là à tout moment et sans suivre le sens du vent. Très bien. Docteur Patrick Riffaut et le ministre de la Communication n'a certes pas révélé quel est l'incident qui est à l'origine de cette mise au point. Mais est-ce que vous faites le lien entre cette sortie et l'interpellation d'un journaliste de Vision 4, ou même encore entre cette sortie et cet audio d'une Camerounaise bien connue qui a récemment circulé sur les réseaux sociaux où la dame s'en prenait à la première dame? Non, mais écoutez, il me semble que ce n'est pas la première fois que le gouvernement appelle à la responsabilité des uns et des autres quant à l'usage qu'ils font des réseaux sociaux. Moi, j'ai 2 collègues qui travaillent sur ces questions-là et il y a un qui a publié un ouvrage très intéressant, Le désenchantement d'Internet. Il y a une autre Bérangère qui tient un blog sur les cyberviolences sur Internet. Et ce sont des travaux très intéressants que j'invite tout le monde à aller consulter. Parce que les dérives qu'on observe, déjà, ce n'est pas simplement une spécificité camerounaise, mais derrière le mirage d'Internet, effectivement, il y a des pratiques qui menacent la cohésion sociale. Il y a des pratiques qui ont conduit à des décès par suicide, ainsi de suite. Et je pense qu'il faut prendre la mesure de ces menaces-là qui menacent la société dans son ensemble ou des individus plus ou moins fragiles au sein du corps social. Donc, que le ministre de la Communication en appelle à la responsabilité des uns et des autres et rappelle que le gouvernement pourrait prendre des mesures plus coercitives. Moi, je dis que c'est salutaire, mais j'estime que le moment est peut-être venu pour que le gouvernement fasse en sorte que ceux qui, par les discours qu'ils tiennent, menacent la cohésion sociale, par les discours qu'ils tiennent, menacent la cohésion ethnique, ceux qui, par les discours qu'ils tiennent, menacent la santé mentale des uns et des autres, que cela ait à répondre devant les tribunaux. Je crois que récemment, il y a eu une modification du code pénal qui visait à inscrire dans certaines dispositions relatives aux imputations ethniques. Et je sortirai simplement en disant que vous avez un certain nombre de pays dans lesquels il y a une régulation des réseaux sociaux. Il nous arrive d'avoir le rationnement de l'électricité, mais peut-être qu'il faut... Oui, il nous arrive d'avoir le rationnement de l'électricité. Peut-être qu'il faut... Quand vous dites « il nous arrive », qu'est-ce que ça veut dire concrètement « il nous arrive » ? Est-ce que ce n'est pas récurrent ? Est-ce que ça peut arriver une fois l'an ? Quand je dis qu'il nous arrive, ce n'est pas une situation permanente, c'est une situation conjoncturelle. Ça arrive souvent en saison sèche, comme maintenant. Là, nous faisons face à du rationnement. Ça, je vous laisse libre de vos propos. Mais les miens, je les assume. Donc, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, vous avez un certain nombre de pays dans lesquels l'accès aux réseaux sociaux est rationné. On va vous dire, vous ne pouvez pas y aller plus de 2 heures. Première chose. Deuxième chose, il y a un monitoring systématique des propos qui y sont tenus. Et une imputation derrière, parce que si vous tenez des propos qui sont des propos menaçant à l'endroit des individus, menaçant à l'endroit des institutions, menaçant à l'endroit de la société, vous devez en répondre de manière systématique. Parce que nous sommes dans une situation où il y a une phrase très célèbre que nous utilisons, c'est « il faut laisser ». Vous pouvez vous permettre de tenir toutes sortes de propos à l'endroit d'un citoyen et on va dire à ce citoyen « il faut laisser ». Non. Est-ce que vous avez connaissance de la sortie dont parle M. Tadieu avec le thème rapprochement? Vous avez dit rapprochement sociologique. Est-ce que vous avez connaissance de cette sortie? Je me souviens. Est-ce que c'était de nature je me souviens de ce propos qui était regrettable. Et il me semble que ce monsieur avait regretté les propos qu'il avait tenus. Et dernière chose, la faute commune ne crée pas le droit.
que cet individu se soit trompé ne peut pas autoriser une tromperie généralisée. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux camerounais n'est pas acceptable. Très bien. Professeur Claude Assira, comment est-ce que vous analysez la flambée de l'indécence et des discours de haine contre les personnalités camerounaises telles que décriées par le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi? Je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'interpellation et l'invite de M. Sadi sont tout à fait logiques. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est frappé au coin du bon sens. Mais le seul ennui, c'est que malheureusement, j'ai un peu l'impression qu'il crie dans le désert. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ressemble un peu à la gesticulation institutionnelle à laquelle on assiste habituellement. C'est du bavardage. D'abord, premièrement, parce que derrière les mots, les discours, on ne voit jamais aucun acte concret. Je lui rappelle que tout à côté de lui, il a un collègue qui est au ministère de la Justice, délégué, qui a un usage relativement compliqué des réseaux sociaux, et je n'ai jamais entendu une communication gouvernementale faire une interpellation de ce collègue-là. Est-ce que vous ne devez pas faire la part des choses entre le collaborateur du ministre et le citoyen sur les réseaux sociaux? Je parle du collègue, pas son collaborateur. L'usage des réseaux sociaux, je vous dis, en toutes circonstances, exige un minimum de correction. Et la correction, elle est à tous les niveaux. Quelqu'un parlait tout à l'heure d'exemplarité. Le gouvernement se doit d'être exemplaire. Et je crois que c'est ça la deuxième faute de ce gouvernement. C'est que les réseaux sociaux sont venus être un instrument à l'intérieur d'une société qui elle-même a beaucoup bougé, qui se tient au courant de tout pratiquement. Vous ne pouvez pas demander aux réseaux sociaux d'être un îlot de vertu dans un environnement qui lui-même est pourri, et pourri parfois par les mêmes personnes. Donc comment pouvez-vous demander à des gens d'être exemplaires? Je pense qu'au nombre des éléments que vous venez d'indiquer, si les cités, vous avez parlé des dérives qui peuvent avoir un caractère de dérive tribale. Il y a des comportements qui sont souvent des sortes de cabales ou de règlements de compte destinés à telle ou telle personne, et d'autres choses. Je pense que le président de la République, d'ailleurs, dans son propos d'hier, a également fait une allusion à cet usage des réseaux sociaux. C'est un environnement global, et je pense que se contente, et vous faites d'ailleurs très bien, je pense, de faire le rapprochement, même si utilisant une technique qui vous est propre, vous posez souvent la question de réponse que vous avez déjà. Et je pense que le lien avec le cas, votre collègue journaliste, il est parfaitement évident. C'est comme le nez au milieu de la figure. Il paraît également que par ce biais-là, il est possible d'inviter un groupe de population à tel ou tel type de comportement ou tel type d'action. Il ne vous aura pas échappé, par exemple, que dans certains pays où les élections sont souvent un peu annoncées comme étant délicates, la première des mesures qu'on prend, c'est de suspendre les réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est un outil, un média par lequel on peut rassembler un nombre de personnes relativement important. Et là, par ce biais-là, je pense que le ministre, non seulement il fait bien de sonner le tocsin, mais je crains que, encore une fois, que son propos, ce soit un peu comme cet homme-là qui crie dans le désert, parce qu'il n'a pas mis en place les éléments qui lui permettent d'arriver à l'objectif qu'il recherche, et que, de toute manière, il est lui-même noyé dans un environnement qui n'est pas apte, digne à prôner la vertu qu'il indique. Je voudrais juste signaler que si vous faites le rapprochement, ce que moi aussi je fais, et je l'assume, le rapprochement avec le propos de votre collègue journaliste, les gens auraient tort de penser que ce qui arrive... Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'il y aurait effectivement ce rapprochement? Je ne sais pas, peut-être mon petit doigt, quelque chose comme ça. Le communiqué du ministre n'a mentionné aucun nom. Il n'a mentionné aucun nom, mais je veux dire qu'il faut être vraiment complètement naïf pour ne pas faire le rapprochement. Il se trouve que c'est... Il y a également cette sortie d'une Camerounaise bien connue qui s'en est pris à la première dame quelques jours avant, critiquant d'ailleurs les mœurs de la première dame du Cameroun. Ça pourrait également être le lien pourrait également être fait avec cette sortie-là. En quoi ça empêche, ça enlève ce que je suis en train de vous dire de ce journaliste? On peut rajouter. Je veux dire que quand on parle de dérive, c'est une succession de faits, et je pense qu'au moins deux proximités. La première, c'est que vous avez bien dit qu'il s'agit du MINCOM. Et j'ai un peu dans l'idée que le journaliste auquel on fait référence relève de l'administration tutélaire du MINCOM. Bien, donc que le MINCOM s'exprime dans la foulée ne me surprend pas. Il s'agit d'un organe qui est relativement emblématique dans le paysage audiovisuel camerounais, que tout le monde connaît, dont je pense que tout ce qui s'y passe ne laisse personne indifférent. Et puis, troisièmement,
il faut également dire les choses comme elles sont, dans la proximité temporelle du temps entre un événement qui se passe à un moment donné et le lendemain, la réaction d'un membre du gouvernement, surtout à la suite de l'interpellation et toutes les conséquences qu'on a pu voir derrière. Il faut vraiment être complètement naïf pour ne pas y voir un lien. Il y a un lien. Moi, je pense que s'il y avait, évidemment, pour le cas de la dame de France, Encore qu'on ne peut pas affirmer avec certitude que le journaliste a été interpellé après sa sortie sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a une autre affaire pendante. Tout à fait. Voilà. C'est exactement ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que j'ai eu du mal personnellement à faire le lien avec cette histoire parce que, bon, je ne comprends pas comment, au regard de ce qu'il peut représenter, ce que le code de procédure pénale peut imaginer, des déroulements, des développements de cette affaire qui sont intervenus il n'y a pas longtemps, du fait que, bref, il y a là-dedans un micmac, un avocat qui était pourtant désigné pour défendre toute la galaxie, décide de se déporter du dossier. On a l'impression que cette interpellation, l'interpellation du journaliste est venue réveiller quelque chose qui dormait, le feu qui dormait contre lui sous la cendre. N'oubliez pas qu'il y a 2 mois de cela à peu près, on a également changé de juge d'instruction dans cette affaire, qui a décidé de tout remettre à plat, qui a interpellé des personnes qui avaient été autrefois mises de côté dans la procédure. Alors je me demande personnellement s'il n'y a pas là-dedans une sorte de voile pudique qu'on a voulu jeter, profiter d'une opportunité, d'une occasion ponctuelle pour essayer de réveiller une affaire qui, de mon point de vue, devait continuer encore à lui pendre au nez, comme il y en a eu d'autres. Parce que, en dehors de ça, si c'était le cas, il faudrait peut-être qu'on le dise aussi. Si c'était uniquement en raison de son propos sur la toile et relativement à son dernier poste, je pense que ça me paraîtrait quand même relativement léger. C'est un peu comme vouloir tuer une mouche avec une carabine. Là, en l'occurrence, ce n'est peut-être pas totalement la liberté d'opinion, mais en même temps, ce n'est pas non plus l'appel à l'insurrection. Il y a des moyens de canaliser un journaliste dans le cadre strictement professionnel et disciplinaire, si on estime que son propos a dépassé le champ de ce qu'il aurait dû faire, puisqu'il n'est pas allé au-delà du propos. Donc l'appel à l'insurrection et autres, la mise en œuvre du tribunal militaire, son placement en garde à vue, et peut-être les suites judiciaires qui peuvent s'en suivre, méritent qu'on s'intéresse un peu plus que ce qu'on a l'impression de voir. Merci. Monsieur Fodjié, avec vous, j'aimerais qu'on analyse, pour sortir de ce sujet d'entrée, le contexte politique et même le contexte économique dans lequel intervient cette sortie du ministre de la Communication. Ok. Avant de revenir dans le contexte politique, je voudrais faire un petit rappel historique. Il est en train d'échapper du souvenir des gens que la page officielle du chef de l'État a récemment été mise en contribution pour faire un buzz. Il y a une artiste musicienne qui fait dans le gospel, qui préparait la sortie de son album, et donc à la veille de l'album a créé une sorte de teaser où on annonçait sur les réseaux sociaux qu'elle s'était mariée, et on s'est servi de la page officielle de notre chef de l'État dans lequel il remerciait tel pour son mariage, alors que c'était un buzz totalement monté et infondé. Comment vous savez que c'était pas une autre page juste avec je suis toutes les pages des autorités sur les réseaux sociaux. Je veux dire que ce soit des leaders de l'opposition, que ce soit celui du chef de l'État. Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, donc je connais. Et je vous dis que cette page a été utilisée pour faire du buzz. C'est-à-dire que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement aujourd'hui, n'est plus crédible quand il vient tenir ce genre de discours, alors qu'il se retrouve dans un gouvernement qui abonde dans ce genre de pratiques. Et donc, qu'est-ce que le ministre aurait dû faire? Non, il ne peut rien faire, il a les mains liées. Donc, le chef de l'État du coup, il a les mains liées au sommet. Il devrait donc avoir la même attitude pour ceux qui sont en aval. Parce que ceux qui sont en aval ne prennent l'exemple que de ceux qui sont en amont. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas vouloir faire des leçons aux gens quand on sait ceux qui sont dans la contre-norme. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous parlez des conséquences politiques, ou bien de l'environnement politique qui entoure cette sortie. Vous savez, le gouvernement n'est pas naïf. Et le gouvernement sait que le peuple camerounais n'est pas naïf. Le gouvernement sait que le peuple camerounais murmure. Et quand je parle de murmure, cette murmure peut devenir une grogne. Et une grogne qui peut devenir
un mouvement insurrectionnel. Non, ça, personne ne le souhaite. Non, ça, personne ne le souhaite. Personne ne veut revivre les événements du 28 février 2008. Personne ne veut le vivre. Donc, du coup, on fait de la psychologie inversée. On fait la psychologie inversée. On commence à vous rappeler que si vous faites ça, c'est ceci, c'est cela, voilà quoi vous devrez vous attendre. Mais au fond d'eux, c'est de la psychologie inversée. Ils savent déjà que toutes les mesures qu'ils ont prises depuis 2 ans ne conduisent les Camerounais que dans cet état d'esprit. Vous vous rappelez qu'il y a une mesure qui augmente l'assiette d'imposition de l'IFP des employés du privé. C'est-à-dire que vous avez des employés du privé qui ont des salaires qui vont jusqu'à peut-être 4 millions ou 3 millions, qui vont payer par an 4 800 000 d'IFP. C'est une assiette qui est augmentée. Cette mesure a été décriée par le GK et au lendemain, le ministre des Finances nous a sorti un communiqué qui demandait à ce qu'on s'assoie à cette mesure. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien actuellement au Cameroun qui peut apporter du calme auprès de la population. Toute l'actualité n'est ponctuée. Il n'y a rien au Cameroun qui apporte du calme auprès du public. Depuis le début d'année, l'actualité n'est ponctuée que des événements qui enfoncent le pays davantage dans l'obscurantisme, dans l'obscurité. Je veux dire, depuis le début de l'année, quels sont ces éléments ? L'augmentation des assiettes de l'imposition au Cameroun, l'augmentation du prix des carburants, l'annonce de l'augmentation du calcul de l'IRPP, les délestages qui ne diminuent pas, le tarif même le tarif même du kilowatt qui a augmenté en silence sans qu'on ne dise... Non, c'est pas pour tous les usagers. C'est pas pour tous les usagers, mais pour un segment, pour une catégorie bien précise. Il y a eu augmentation, vrai ou faux, il y a eu augmentation. Et pour cette catégorie, il y aura des conséquences. Parce que si je fais dans la production et que mes coûts de production augmentent, forcément mon prix de vente va augmenter. Donc je veux dire que quand vous regardez l'actualité que produit le gouvernement lui-même, c'est de l'actualité qui est de nature à augmenter le rythme cardiaque de la population. Et ce n'est pas en frappant sur quelques individus qu'on a identifiés ou en sortant des communiqués de nature à menacer les gens que ça va changer quoi que ce soit. Quand un individu se lève de chez lui avec son véhicule, qu'il arrive à la pompe et qu'il va vous donner de l'argent et qu'il va se rendre compte qu'il a 2 litres de moins par rapport à son budget du mois précédent, vous pensez qu'il va faire comment? Étant donné que les fameuses mesures d'accompagnement dont on abonde dans la communication ne sont que de la poudre aux yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Ne sont que de la poudre aux yeux. Ce n'est que de la poudre. Si on ajoute 5% sur le salaire de base d'un fonctionnaire, ça a quelle implication? Prenez un salaire de 200 000 par exemple, vous ajoutez 5%. Ça ne peut même pas payer le taxi d'une semaine. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Je veux dire que... Ce n'est pas censé payer le taxi de toute une semaine, c'est censé compléter ce que le fonctionnaire payait déjà. Non, je veux dire que quand on prend des mesures d'accompagnement, c'est des mesures qui tendent à faciliter ou à réduire le choc. Actuellement, ils ne sont pas en train... Non, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore communiqué sur la nouvelle grille tarifaire dans le transport. Mais actuellement, dans le transport, la grille tarifaire a déjà changé. De façon officieuse. Et je ne veux pas en vouloir un taximan qui est passé de 300 francs à 400 francs, bien de 300 francs à 350 francs. Le ministre des Transports a fait un rappel là-dessus. Je veux dire, le ministre des Transports va faire le rappel, mais est-ce qu'il va se balader dans toutes les artères de des villes du Cameroun pour se rassurer que cette politique est respectée? Donc je suis en train de dire que l'actualité du gouvernement depuis le début d'année jusqu'à présent est de nature à susciter au fond des Camerounais une certaine colère, donc une certaine grogne. Ce n'est pas les menaces qui vont changer cette situation. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui peut faire changer la situation donc, selon vous? La seule et unique chose qui doit faire changer la situation au Cameroun durablement, c'est le changement par les urnes. C'est la seule chose. Puisque on a affaire à des gens qui depuis 40 ans n'ont jamais apporté une solution à leur petite frère de population. Je dis depuis 40 ans. Aujourd'hui, pourquoi le prix du carburant augmente? Le prix du carburant augmente parce que les gens ont pris de l'argent, ils ont dilapidé, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de l'argent. Aujourd'hui, la Sonara, la dette de la Sonara représente le tiers de l'encours du crédit des banques commerciales au Cameroun. Plus de 600 milliards. Le tiers de l'encours. C'est-à-dire que si aujourd'hui la Sonara s'effondre, les banques commerciales vont traverser une crise profonde.
Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris près de 600 milliards pour investir dans une unité qui devait nous permettre de transformer notre brut, d'avoir un produit fini qui devrait servir la consommation locale. On devrait avoir du goudron qui devait nous permettre d'avoir de la chaussée. On a investi 600 milliards. Quelques temps après, les unités ont été incendiées. On ne sait pas par qui. Les enquêtes ont été engagées. On n'a jamais jusqu'à aujourd'hui établi quels sont les responsables de cette situation. Et depuis 2021, le peuple camerounais supporte 48 francs CFA par litre de carburant pour soutenir cette dette de plus de 600 milliards que la Sonara a prise. 48 francs par litre. Vous voyez qu'ils prennent leurs initiatives pour leurs intérêts personnels, et quand ça devient des conséquences, c'est le peuple qui subit les conséquences. On nous a dit qu'on est en train de réduire la subvention. Ce n'est pas eux qui décident de réduire la subvention. C'est une mesure internationale qui se pose à nous parce que nous sommes ouverts à aller à l'international, acheter le pétrole à l'international, prendre du crédit. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, pour chuter, c'est qu'il n'y a aucune solution, il n'y a pas deux solutions. La seule solution, c'est le changement par les urnes. 58e édition de la fête de la jeunesse, comme il est de tradition, le président Paul Biya a adressé un message aux jeunes ce samedi 10 février. Monsieur Tadiou, on repart encore avec vous. Quelles sont vos impressions après écoute ce 10 février de l'adresse du chef de l'État à la jeunesse camerounaise? Pour avoir écouté monsieur Biya tous les 10 février, sans discontinuer, depuis... C'est bien, vous êtes un parfait citoyen. Laissez-moi venir ici. J'étais donc en train de dire que pour avoir écouté M. Biya depuis au moins 2 décennies, sans discontinuer, tous les 10 février, il se dégage, et c'est l'impression que la plupart de mes concitoyens ont, qu'à chaque fois on nous ressasse un chapelet de bonnes intentions, sans que pour autant vous ne soyez en mesure d'aller palper année après année ces bonnes intentions en termes de concrétisation sur le terrain. J'ai écouté le président de la République, M. Biya, et fait un paradoxe terrible dans son adresse à la jeunesse. Quand il dit qu'il commence par magnifier Francis Ngannou. D'accord? Il magnifie Francis Ngannou qui, selon lui, serait le modèle de Camerounais à suivre pour par la suite dire à ses jeunes concitoyens d'éviter le chemin de l'immigration. On reviendra sur ce paradoxe d'ailleurs. Je ne sais pas si ceux qui structurent, parce que je peux parier que tout cela, tous ces arrangements-là ne viennent pas nécessairement du vieux Biya qui... de monsieur Biya. Il est vieux. Vous n'allez pas me démentir, il est vieux. J'ai des vieux dans ma famille aussi et c'est une grâce de vieillir, rassurez-vous. Donc, notre vieux patriarche, je peux parier que cette acrobatie ponctuée d'amalgame et de controverses ne vient pas de lui. Comment vous pouvez en même temps magnifier un contre-modèle? Parce que on ne peut pas parier le développement d'une jeunesse sur des exemples comme celui de Francis Ngannou, que j'aime bien par ailleurs. Mais lorsqu'on sait quel est le parcours de l'homme, voilà un jeune qui, du fin fond de son bâtiment natal, se retrouve dans un environnement où sa République ne lui offre aucune perspective. Et il décide donc de se battre, comme on dit au Cameroun, et il prend le chemin de l'immigration, immigration clandestine. Au risque de périr dans les différentes intempéries qu'on a sur le chemin de l'immigration clandestine. Le hasard a voulu qu'il réussisse et que dans le domaine qu'il a choisi, c'est-à-dire la boxe, les arts martiaux, qu'il prospère et qu'il arrive sur le toit du monde. Vous ne pouvez pas, en tant que dirigeant d'une nation, c'est-à-dire celui qui doit fixer le cap, orienter, susciter des vocations, prendre ce genre de modèle et essayer d'enseigner à vos jeunes. Parce que, indirectement, vous êtes en train de dire aux autres jeunes Camerounais que voilà comment il faut faire. Votre République n'a plus rien à vous offrir, que chacun se batte comme il peut.
Le chef de l'État a quand même dit, justement, à la suite de dans la suite de son discours, il a quand même dit qu'il n'encourageait pas, je veux dire peut-être pas avec ses mots, mais il a quand même appelé les Camerounais à rester au Cameroun. Madame Ganze, c'est ça que j'ai appelé le paradoxe. C'est-à-dire magnifier une chose et par la suite condamner la même chose dans le même discours qui, en tout et pour tout, a duré 15 minutes. Donc, par la suite, il nous parle d'un ensemble de projets mis sur pied par le gouvernement pour faciliter l'auto-emploi. Vraiment, c'est fatigant d'écouter ça. Parce que je me demande, je suis jeune Camerounais qui a décidé de s'engager en politique. Je suis permanemment au contact de mes jeunes concitoyens. Je ne sais pas si des jeunes qui bénéficient des programmes dont parle M. Bia sont peut-être isolés quelque part dans une tour, mais quand je suis sur le terrain et que je rencontre mes jeunes concitoyens, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a bénéficié de ces programmes dont parle le président de la République. On a rencontré certains, on a fait des reportages avec certains d'ailleurs. Vous êtes journaliste, je ne doute pas de vos enquêtes, mais je dis moi, je suis sur le terrain, je rencontre mes concitoyens et il se dégage une réalité transversale, c'est que tout le monde est un peu étranger aux annonces du président de la République. Et puis, quand il parle de l'auto-emploi, vous ne vous auto-employez pas si le cadre réglementaire ne vous a pas préparé à l'auto-emploi. Je suis toujours ahuri, Madame Ganze, de me retrouver, par exemple, à l'université de Douala, ou à Ngouaikele ou à Soa, et de voir nos jeunes compatriotes verser, pardonnez-moi l'expression, ça peut blesser, verser comme ça là, dans des salles appelées amphithéâtres qui bouillonnent, avec un enseignant qui s'évertue, qui s'efforce tant bien que mal à ronronfler dans un micro, et chacun ramasse sur un petit format ce qu'il peut ramasser, soit pour des cours de droit ou des cours de sociologie ou d'anthropologie. Je n'ai rien contre ces matières dont je viens de citer, hein, mais lorsque vous êtes un dirigeant conséquent, qui a une vision pour un pays à construire comme le nôtre, un pays à bâtir, la question que je me pose, est-ce que c'est avec ces diplômés de matières virtuelles qu'on doit bâtir le Cameroun? Il y a des centres de formation professionnelle d'excellence. Madame Ganze, on a parlé. Madame Ganze, en termes de proportion, oui, si j'avais été dans le top management qui réfléchit et qui prend des décisions pour le Cameroun, les centres de formation professionnelle ne seraient plus l'exception mais la règle. En revanche, les matières théoriques deviendraient l'exception. Parce que seulement pour l'année 2021, le Cameroun a importé pour 207 milliards de riz, et en 2022, on est allé à 230 milliards de riz. Ce sont nos devises qui vont à l'extérieur sans contrepartie. Si vous êtes un gouvernement qui veut donner de l'emploi à sa jeunesse, quelle est la politique de l'État du Cameroun seulement dans la filière riz, pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'on en arrive à ne plus dépendre des importations pour notre consommation nationale en riz uniquement. Si je vais dans le secteur du blé, dans le secteur des poissons, ce serait la même chose. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète, au-delà des discours et du chapelet de bonnes intentions proclamées par le président de la République? Qu'est-ce qui est fait de façon concrète pour qu'on renverse la tendance, pour que nous ne dépendions plus? Regardez le conflit, le petit conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est confiné là-bas chez eux, sauf que, parce que nous dépendons... Parce que l'impact est partout. Nous dépendons du blé ukrainien et russe pour nos besoins de consommation locale. Nous avons failli être affamés. Il faudrait donc arriver à une situation, si on avait été dans une logique conséquente en termes de management, on aurait déjà une lisibilité dans le cursus académique de nos différents apprenants, une lisibilité qui nous montre clairement que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, notre dépendance
notre dépendance face aux importations doit aller décroissante pour finir par arriver à l'échelle zéro. Et que pourquoi pas que nous envisagions par la suite l'exportation. Mais lorsque quelqu'un vient nous dire, Monsieur le Président de la République vient nous dire que il y a des centres qui sont créés, il y a la scolarité de ces centres qui va de 500 000 à 50 000. Je vous assure, pour un jeune Camerounais, c'est fatigant. On en reparlera, tout comme on reviendra sur ce que vous avez appelé paradoxe du chef de l'État en ce qui concerne l'immigration. Mais avant, docteur Patrick Riffoé, Paul Biya qui reprend cette expression, ce terme très à la mode au Cameroun. Nous sommes le continent. Comment est-ce qu'il faut le prendre ? Ça participe simplement de ce que Yves Jeanneret appelle la trivialité, c'est-à-dire la circulation des objets culturels. Une formule, c'est un objet culturel qui va circuler, c'est-à-dire... Afin d'être encensée par le chef de l'État. Elle n'a pas été encensée, elle a été reprise. Mais dans quel but? C'est la question que je pose. Il faut bien comprendre, D'ailleurs, je crois que dans la phrase, il dit, comme vous le dites si bien. Oui. Voilà, comme vous le dites si bien. Donc, effectivement, c'est un effet de reprise. Et comme je disais, ça participe de ce qu'on appelle la trivialité. Mais, en fait, je pose la question aux spécialistes de la communication que vous êtes. Dans quel but? Quel est l'objectif du chef de l'État lorsqu'il reprend cette expression très à la mode, nous sommes le continent? Écoutez, il faut en revenir aux bases de la rhétorique. Hein. C'est-à-dire que quand vous adressez à un auditoire, vous utilisez les codes auxquels cet auditoire s'identifie. Pour lui faire plaisir? Non, pas pour lui faire plaisir, mais pour obtenir une connexion, vous devez adapter votre discours à votre auditoire. Le président de la République s'adresse à des jeunes qui, effectivement, à longueur de réseaux sociaux, s'autoproclament continentais. Pourquoi est-ce qu'il... Donc, au finish, le chef de l'État, il accepte ce mot et... Mais bien sûr. Mais écoutez, la notion de continent, quand les Camerounais disent « nous sommes le continent », qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Moi, j'ai ma compréhension de cette notion. Ça signifie simplement que nous sommes insubmersibles. Autrement dit, on peut avoir des difficultés, on peut se retrouver dans des situations délicates, mais on a cette capacité à toujours savoir rebondir. Donc, c'est quelque chose de positif. C'est ce que vous entendez quand les Camerounais... Oui, c'est ma compréhension de cette notion. Maintenant, les autres sont libres d'avoir une compréhension totalement lugubre de ce concept. Totalement lugubre. Oui, il y en a qui voient tout en noir. Je ne leur en veux pas. Donc, c'est le principe. Mais... J'ai envie de vous dire qu'est-ce qui met la lumière sur votre compréhension et l'obscurité sur la compréhension des autres. Mais allons-y, écoutez, mais si je prends simplement l'exemple du discours du monsieur, c'est ce que les psychologues appellent les biais. Il y a des gens qui sont affectés par des biais, il y en a 52 à peu près. Je n'ai pas envie de citer ici, mais... Allons-y. Bon, soyons sérieux. Ce que je veux dire, c'est... Moi, j'ai suivi le discours du chef de l'État et je crois que le chef de l'État est revenu sur 3 points trois axes qui intéressent la jeunesse camerounaise. Le premier, c'est la question de l'éducation. Le second, c'est la question de l'insertion professionnelle. Et puis le troisième, c'est la question de la participation des jeunes à la vie publique. Et il me semble que pour chacun de ces axes qui constituent les préoccupations majeures des jeunes Camerounais, il a rappelé ce que le gouvernement fait ou essaye de faire effectivement pour créer les conditions d'épanouissement et d'un avenir radieux des uns et des autres. Pour ce qui est, je commence par la fin, pour ce qui est de la participation des jeunes à la vie publique, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent de mettre le pied à l'étrier des jeunes. Donc il a rappelé les conseils municipaux de jeunes, il a rappelé les conseils régionaux de jeunes, qui sont des instances où les jeunes qui y sont élus apprennent effectivement à décider comme s'ils étaient conseillers municipaux, comme s'ils étaient maires. Donc ce sont des dispositifs d'initiation et je pense que ce sont des initiatives qu'il faut saluer parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront maires demain, conseillers régionaux, députés. Il y a également les députés jeunes. Donc il faut qu'ils s'initient très tôt à ces cénacles-là, à débattre et à prendre des décisions. Pour ce qui est effectivement de l'emploi des jeunes, il a rappelé à la fois des dispositifs qui existent déjà, mais des dispositifs qui sont en train d'être mis en place et dont les jeunes devraient s'emparer.
Moi, je n'ai pas envie de penser comme certains que les choses n'existent que quand on les a vues. Ça me rappelle les travaux d'un statisticien libano-américain, Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit sur le signe noir. Parce que pendant longtemps, les gens n'avaient que le signe d'une seule couleur. Donc, dans leur esprit, il n'était pas possible qu'un signe ait une autre couleur. Donc, il a fallu que les Occidentaux, quand je dis les gens, il a fallu que les Occidentaux découvrent l'Australie pour se rendre compte que les signes n'étaient pas tous blancs. Et donc, c'est ce qui arrive à ce monsieur. Il considère que les programmes sont chimériques parce que lui, il n'a pas encore rencontré un individu qui participe à ces programmes. Et vous lui dites que vous qui êtes journaliste, vous avez même mené des reportages là-dessus, vous dites oui, ça vous concerne, moi, ça ne me concerne pas. J'attends le jour où un de mes proches entrera dans un programme. Entre la BP Cité et Dokoti, il y a un très grand centre de formation là. Mais tout le monde peut aller se renseigner pour savoir quelles sont les formations qui sont faites, et c'est dans ce type de centre de formation, vous en avez dans pratiquement la plupart des villes importantes. Je sors de Limbe, il y en a également un là-bas. Bon, quand le président de la République dit, dans ces centres-là, j'ai décidé que la formation qui coûtait initialement 500 000 francs va désormais coûter 50 000 francs, c'est un pas que moi je salue. Parce que c'est positif, ça va permettre à davantage de jeunes de se former à des métiers techniques. Lui qui n'aime pas les métiers dits virtuels, je voudrais simplement lui rappeler que le système de ramassage moderne des ordures a été mis sur pied par un sociologue américain de l'école de Chicago. Donc vous voyez, on peut être sociologue sans verser dans la chimère. C'est grâce à ça que vous avez Isaac ici au Cameroun. Donc il faut cesser de croire que les disciplines dont vous ne comprenez pas le sens n'ont pas de sens. Elles ont un sens et elles sont capables de répondre à des préoccupations concrètes de la société. De caricaturer ce que j'ai dit. Maintenant, il faudrait peut-être éviter de caricaturer. En termes de proportion, est-ce que le Cameroun, pour son ambition de développement, a besoin d'autant de sociologues, de diplômés en droit et d'anthropologues? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire, en termes de proportion, n'avons-nous pas plus besoin des ingénieurs dans des domaines d'agriculture et d'autres domaines techniques? Est-ce que vous avez les proportions? Quelles sont ces proportions? Parce que vous estimez qu'il y en a trop. Donc, le Cameroun a formé combien de sociologues? Vous ne savez pas. OK. Donc, évitez de parler de proportions alors que vous n'avez pas de chiffres. Très bien. Je n'ai pas terminé. Donc, sur l'insertion professionnelle, il y a des choses qui sont faites. Et je rajouterais que le chef de l'État indiquait que nous avons quand même un plan intégré d'impôt substitution qui va durer sur 3 ans avec un certain nombre de facilités qui sont mises à la disposition des Camerounais pour pouvoir produire localement un certain nombre de produits. Mais si effectivement les jeunes ne veulent pas s'emparer de ces dispositifs-là, il en existe des milliers. Quand vous allez au ministère de l'Agriculture, vous avez à peu près 27 programmes avec des financements à la clé. Moi, je suis désolé, le gouvernement ne va pas venir frapper à la porte des jeunes en leur disant « Allez vous renseigner au ministère de l'Agriculture, allez au Minagri ». Les dispositifs existent. Et comme disent les juristes, nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes responsable de votre ignorance. Si les dispositifs sont à 2 pas de votre porte et que vous ne cherchez pas, mais bien sûr que vous allez rester oisif. Alors que le gouvernement a mis sur pied des dispositifs pour vous permettre d'obtenir du financement, de vous auto-employer, ainsi de suite. Donc, c'est un chantier qui est un chantier important et je crois que le gouvernement fait des efforts. On peut estimer qu'ils sont insuffisants, mais beaucoup est fait. Et moi, je dis, nos jeunes doivent faire preuve d'un peu d'éveil. Vous ne devez pas attendre chez vous. Dernier axe, la question de l'éducation. Moi, je voudrais simplement indiquer que la jeunesse camerounaise, vous nous reprochez de former beaucoup de sociologues, beaucoup de juristes. La jeunesse camerounaise est l'une des plus éduquées en Afrique, c'est-à-dire à pays comparables. Si vous comparez les jeunes Camerounais aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Nigérians, les jeunes Camerounais sont parmi les mieux formés. Mais ils sont les mieux formés, pourquoi? Parce que nous avons une carte scolaire qui est dense. Et ça, c'est aussi le fruit du président de la République. Nous avons des nouvelles universités pour lesquelles le gouvernement va mettre 300 milliards pour pouvoir les construire. Ce sont des efforts
considérables qui sont faits pour permettre aux jeunes d'être bien formés. Il faut former des ingénieurs, mais il faut également former des juristes, mon cher ami. Professeur Claude Assira, comment est-ce que vous analysez le fait que le chef de l'État ait parlé justement des frais de formation dans ces centres de formation professionnelle d'excellence, qui passent de 500 000 francs à 50 000 francs CFA, sans dire un mot justement. Il n'a rien dit sur le taux d'insertion des personnes formées dans ces écoles, quand on sait que le taux d'insertion implique également la qualité de la formation, l'environnement économique dans lequel va évoluer ces personnes, si l'environnement économique est adapté ou pas, ou même les frais d'accompagnement, on va dire les mesures d'accompagnement après la formation. Mais votre question est tout à fait pertinente. Je pense qu'on a le droit de se répondre un peu les uns les autres. Il s'agit Bien pas sûr. d'un discours. Si je pourrais juste indiquer au docteur Rifouy, en le reprenant d'ailleurs lui-même sur son propre thème de prédilection, qu'en communication, je pense que sont à la fois coupables l'émetteur et le destinataire, si l'information n'est pas arrivée. Parce que vous allez bien voir que s'il suffisait simplement de savoir, parce que nul n'est censé ignorer la loi, il ne mettrait pas autant d'argent sur la communication, sur les outils de la communication, etc. Quand ils parlent d'eux-mêmes, ils savent mettre des moyens pour ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas en œuvre les mêmes moyens pour que le public, dont on sait qu'il ne va pas spontanément vers cette information, puisse en être informé? À quoi ça sert? À quoi cela aura servi au gouvernement d'avoir mis autant de moyens pour préparer ces projets si à la fin ils doivent servir à rien du tout? Donc il y a aussi, je crois que c'est une question d'objectivité, que de reconnaître que là également il y a une défaillance étatique. Malheureusement ce n'est pas la première. Moi j'ai écouté le chef de l'État hier uniquement parce qu'on m'avait fait l'amitié de me dire que on allait en parler aujourd'hui. Uniquement. Moi, il y a longtemps que j'ai décroché le discours du président de la République parce que je n'y vois jamais rien de nouveau. Il n'y a jamais rien. Vous allez me dire, regardez, j'ai un paradoxe. Il est à son 42e discours identique. Et à 42 ans, je vais dire, le jeune auquel il a commencé à parler le premier jour, il y a longtemps qu'il a cessé d'être jeune. Ça fait au moins 25 ans qu'il a cessé d'être jeune. Donc le discours du président de la République a exactement le même décalage. Je veux dire, on dit qu'on est jeune jusqu'à 77 ans quand même. Si vous voulez. Mais j'ai comme l'impression, malheureusement, que ce discours du président de la République, que j'ai trouvé extrêmement laborieux, voilà, on aurait pu économiser au président de la République un effort supplémentaire, mais malheureusement, comme on est dans le grand langage de la communication, du paraître, on essaye de mettre en place tout un environnement dans lequel on fait croire aux gens que le jeune existe. Voilà. Et à côté de ça, évidemment, il n'y a rien d'autre. Parce que les discours du président de la République, que ce soit à la jeunesse ou ailleurs, on a l'impression que le président de la République, il a compris qu'au commencement était le verbe, mais à la fin est aussi le verbe. Il n'y a jamais l'action derrière. Il n'y a rien. Voilà. Là où vous avez envie de voir le cadre qu'on doit pouvoir mettre en place, c'est-à-dire un cadre politique, un cadre réglementaire, un cadre économique. Dans la plupart des pays où vous avez ces idées généreuses, vous avez l'État qui y participe, même lorsqu'il s'agit d'acteurs privés. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre, par exemple, je pouvais vous prendre votre exemple avant de répondre plus spécifiquement à votre question. Si on dit aux jeunes, nous avons envie que vous puissiez plonger dans l'emploi, le self-employment, bien, l'auto-emploi. On met en place, le gouvernement, par le biais du ministère des Finances, va mettre en place un réseau, un système par lequel on aura la possibilité de faire, par exemple, des prêts. Tout le monde sait bien que pour pouvoir lancer une première activité, il faut des moyens. Quels sont les jeunes qui vont avoir ces moyens? Comme tout le monde ne va pas avoir cette possibilité-là, il va falloir mettre en place ce dispositif. Le fonds de départ, on peut éventuellement leur proposer par le biais de banques des prêts que le gouvernement va subventionner pour qu'il ne puisse pas y avoir des intérêts ou des intérêts modérés. Bref, il y a tout un système dans lequel le gouvernement, la puissance publique doit pouvoir s'impliquer. Il n'y a rien de cela. Ce n'est donc pas un hasard, et je réponds à votre question, si le président de la République ne fait jamais de bilan. Jamais. À aucun moment, quand vous entendez le président de la République parler, vous avez l'impression qu'il vient vous énumérer un catalogue de bonnes nouvelles d'une personne qui arrive pour la première fois aux affaires. Voilà. Il ne savait pas ce qu'il y avait auparavant, il ne sait pas ce qu'il a dit l'année d'avant, il vient juste vous indiquer comment il va falloir que les choses commencent à se faire à partir de maintenant. À aucun moment il ne vous dit, l'année dernière je vous ai dit ceci, j'ai observé qu'il s'est passé telle chose, voici le pourcentage, nous pouvons éventuellement corriger en essayant de faire ceci pour l'avenir. Jamais de la vie. Donc pourquoi y a-t-il jamais de bilan? Tout simplement parce qu'on sait déjà au départ que le bilan, il est médiocre. Et je suis heureux qu'il y en ait qui puissent voir de temps en temps des phénomènes positifs.
Moi, dans le domaine où je suis malheureusement avocat du public, voilà, j'aimerais bien pouvoir avoir cette possibilité. Je ne suis pas en train d'être nihiliste pour dire qu'il n'existe rien. Le président de la République, comme tout homme politique, va certainement toujours avoir l'intelligence, la sagesse de créer quelque chose, une caisse de résonance qui va ressembler à peu près à ce qu'il a envie de vendre plus tard au public. Sauf que, à la fois dans la quantité, dans l'efficacité, dans les moyens d'accès qu'il met en œuvre, parce qu'il va falloir qu'on voit, on va vous dire, oui, il y a une école, l'école nationale d'administration et de magistrature. Quelles sont les personnes qui ont la possibilité d'y accéder, quelles sont les conditions pour pouvoir y accéder, etc. Donc, si vous avez envie de dire que il y a pas les fonctionnaires camerounais sont formés, eh bien, vous allez trouver une école pour ça. Sauf que derrière, dans le décor, les conditions pour pouvoir y accéder, personne ne vous dira jamais que c'est pratiquement la croix et la bannière. Donc c'est un peu ça, ce langage de communication du chat et la souris, le clair-obscur permanent, ce jeu de dissimulation qu'on retrouve dans le discours politique qui fait que à la fin, comme il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de projection, il n'y a pas au départ, il n'y a pas d'évaluation à la fin, et le président de la République peut faire comme ça. L'année prochaine, on aura le même type de discours. Vous pouvez le reprendre, vous allez avoir le même l'année prochaine et les années qui suivent encore. Parce qu'il n'y a jamais de bilan, il n'y a rien qui permet de jeter un fil d'Ariane entre ce qui a été dit en 2023 et ce qui est dit en 2024, comme il n'y a rien entre ce qui est dit en 2024 et ce qui sera dit après en 2025. Qu'est-ce que vous avez retenu de fort dans ce discours? Je vais emboîter le pas de Maître Assia pour lui dire que j'ai cette déformation professionnelle en tant que professionnel du marketing, de toujours tout analyser. Chaque fois que j'ai écouté le discours du chef d'État, comme celui d'hier, je me suis mis à faire quelques petites analyses. Je voudrais vous dire qu'il a beaucoup insisté sur le fameux plan triennal spécial jeune. Il a beaucoup insisté là-dessus. Et moi, ça m'a vraiment fait pouffer de rire parce que vous allez vous rendre compte que chaque fois, il annonce il a toujours un plan triennal à chaque fois qu'il a un grand discours qu'il veut faire. Alors, je veux dire, le plan triennal existe depuis Oui, j'y viens. Le plan triennal spécial jeune a été annoncé en 2016. Exactement. Et généralement, quand on parle de plan triennal, c'est un plan qui se décline sur 3 ans. Et le plan triennal spécial jeune dont on parle actuellement avait une enveloppe de 102 milliards qui devrait financer notamment l'agriculture, l'innovation, les nouvelles technologies. J'oublie le 4e point, vous allez m'excuser. Et l'accès à ces fonds devrait passer par 3 mécanismes. La subvention pour les ONG, un crédit à taux de 3%, un crédit à taux de 6%. À l'heure où je vous parle actuellement, on n'a pas une véritable visibilité d'un grand projet agricole qui est un fruit de ce programme triennal. Programme triennal lancé en 2007. Donc si vous ajoutez 3 ans, ça devrait faire 2017, 2018, 2019. Donc en 2019, 2020, on devrait déjà voir les programmes réalisés. Et en 2024, on devrait déjà voir leur incidence sur la croissance du Cameroun. Quand vous injectez 102 milliards dans des activités des jeunes, ça doit au moins s'apporter même 0,5 dans votre taux de croissance. Mais avant ça, il avait lancé le PLANUT, le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance en 2015. Un plan de 965 milliards. En 2015, le plan devrait être échu en 2019. C'est-à-dire qu'au lendemain de ces élections de 2000, et dans lesquelles il y avait les travaux d'urbanisation dans la ville, c'est-à-dire qu'on devrait refaire des routes, il y avait le tronçon de Yabassi, le fameux tronçon là qui pose problème jusqu'aujourd'hui. Donc il y avait plein de choses, il y avait des abattoirs qu'on devait créer, il y a tout un dispositif. En 2020 déjà, le Premier ministre exposait à l'Assemblée nationale le fait que les budgets annoncés dans le plan triennal qui devrait s'achever à 2019 n'avaient pas déjà été totalement consommés. C'est-à-dire qu'on était encore en train de rattraper des éléments d'un fameux plan d'urgence triennale pour relancer la croissance qui était annoncée en 2015. Et bien avant cela, il y avait eu le plan thermique d'urgence. Le plan thermique d'urgence. C'est-à-dire que vous voyez, et c'était un plan qui avait été lancé en 2009 et dont l'objectif était d'apporter 100 mégawatts d'électricité parce qu'on avait déjà vu qu'en partir de 2012, on devrait connaître des problèmes de déficit. On a investi 55 milliards. Aujourd'hui, le projet est abandonné. 55 milliards plus 8 milliards de dettes. Le projet est abandonné. C'est-à-dire que
Faisons un petit bilan. Voilà un monsieur qui se lève un matin, se met devant les caméras et il manque son public. Il manque le peuple. Non, vous pouvez pas dire. Non, je vous le dis. Mais permettez-moi. Attendez. Bon, je suis en train de mentir, n'est-ce pas? Ok. Citez-moi dans les réalisations. Citez-moi dans les réalisations du plan. Non, je veux que vous me repreniez, n'est-ce pas? Non, reprenez-moi normalement. Monsieur Faudieu. Citez-moi les réalisations du plan NUT. On en vient à la sortie du ministre de la Communication qui parlait de respect aux aînés. Vous voyez ce que je vous disais tantôt. C'est-à-dire qu'on a balancé les menaces. Maintenant, vous voulez nous encadrer. Vous ne pouvez pas dire. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de m'empêcher de dire aux Camerounais qu'ils ont été trompés. Alors que les faits sont clairs. Dire qu'il s'est trompé. Non, les Camerounais ont été trompés et ce n'est pas nouveau, c'est à répétition. Aujourd'hui, le Camerounais a des problèmes de délestage à longueur de journée, alors qu'en 2009, on nous a annoncé un plan thermique d'urgence qui jusqu'à aujourd'hui est abandonné. 55 milliards plus 8 milliards. On nous a annoncé un plan NUT pour la relance de la croissance en 2015. Donc normalement, en 2019, le taux de croissance du Cameroun aurait au moins gagné de 1%. 965 milliards d'investis. On ne voit pas les résultats. Au dernier passage du chef du gouvernement, il rappelait, en fait, il y a une réunion, un conseil de cabinet où le Premier ministre rappelait encore à ses collaborateurs ou à ses collègues que les routes dans la cité capitale ne ressemblent pas à ce que nous devrons être. Alors que c'est des routes qui faisaient partie des réalisations de ces 965 milliards du plan d'urgence traînant pour la relance de la croissance. Ça a été un échec catastrophique. On n'y revient plus dessus. Et aujourd'hui, on a encore le courage de venir s'asseoir devant la télé pour dire aux jeunes qu'on a lancé un plan du spécial jeune. Ça a été lancé en 2016. 2019, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, aucune réalisation. Aucune. Mais on est toujours là tout le temps à faire les discours, à faire les promesses. On ne fait pas le bilan de ce qu'on a promis hier, de ce qu'on avait promis hier. Mais on est toujours en train de mentir. Non. On a annoncé que on a annoncé qu'il va y avoir l'impôt substitution. Chaque fois, on crée des concepts creux qui en fait ne disent rien au fond. Quand on parle d'impôt substitution, ça veut dire qu'on va voir ce dont vous êtes en mesure de produire, ce sur quoi vous êtes compétitif, production locale. On arrête d'importer. C'est ce que ça veut dire. À l'heure actuelle, quand vous regardez le tissu économique, le tissu industriel camerounais, le Camerounais est en mesure de produire quoi? Rien du tout. Donc quand les gens s'assiedent, écrivent le discours qu'ils envoient au chef de l'État d'aller lire devant les peuples, ils se moquent du chef de l'État. Pourquoi se moquent-ils de leur patron? Pourquoi le chef de l'État s'entoure des collaborateurs qui le font passer pour un monsieur qui ne sait pas ce qu'il fait? L'impôt substitution, ça suppose qu'aujourd'hui on atteint un niveau de production, on sait, ok, on peut produire, c'est pas du blé, on va arrêter de produire du blé. C'est ça à quoi le plan NUT, par exemple, aurait dû servir. C'est-à-dire quand on a lancé le plan NUT en 2015, s'il avait réussi en 2019, aujourd'hui, l'impôt substitution aurait un sens. Parce qu'on aurait dit que les résultats, les conséquences du plan NUT nous ont permis d'avoir telle personne qui peut produire ceci, telle personne qui peut produire. Donc, on arrête de produire. Maintenant, on parle de patriotisme économique. Ce n'est pas parce que vous avez dit que je suis patriote économique que l'argent va s'ajouter, que votre pouvoir d'achat va s'ajouter dans votre poche. Si Mme Ganze produit, je ne sais pas, des chips de plantain qu'elle me vend à 100 francs le paquet, et qu'il y a les Chinois qui font entrer des chips de plantain au Cameroun, même grammage, même style, à 50 francs. Maître Assira, excusez-moi, professeur Assira, vous allez acheter lequel? Vous allez acheter les chips de Mme Ganze à 100 francs alors que votre pouvoir d'achat ne fait qu'être étranglé avec les augmentations de carburant qui vont augmenter le transport, générer l'inflation derrière. Je veux dire que c'est des concepts qui sont creux. C'est-à-dire que ceux qui écrivent ce discours, comme le disait tantôt mon voisin de droite, eux-mêmes se sont tellement perdus que dans le même discours, on retrouve des choses qui se contredisent. Justement. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'un Ganou qu'on a poussé à l'exil forcé, et qui avait réussi, et on lui dit voilà l'exemple que les jeunes doivent. Pendant qu'on dit aux jeunes que voilà l'exemple, et qu'ils sont en train effectivement de suivre ça, parce que quand vous allez trouver des jeunes à 3 heures devant les centres linguistiques, 3 heures du matin, ils attendent, ils sont déjà en file indienne pour passer le test de langue parce qu'ils veulent partir. Quand ils ont donc vu que c'est le bon exemple, le modèle à suivre, on vient maintenant leur dire que non, il ne faut pas seulement partir. Il faut seulement partir, vous donnez quoi pour retenir les gens? Justement, vous
formez, vous fabriquez les médecins qui actuellement travaillent en Allemagne, actuellement travaillent en France. Parce que quand vous finissez de former un médecin, vous devez le payer 200 000, je ne sais pas, c'est 300 000, après 7 ans de formation, et vous l'envoyez dans un village où il n'y a pas de route, et il n'y a aucune mesure qui lui permette de travailler. Docteur Patrick Riffaut, j'aimerais qu'on parle justement de ce paradoxe dont parlait, pardon pour la répétition, j'aimerais qu'on revienne sur le paradoxe dont parlait M. Tadieu. On a aujourd'hui le chef de l'État qui déconseille l'immigration, tout en célébrant Francis Ngannou, qui est parti, M. Tadieu le disait, par route. D'ailleurs, dans un précédent discours, Paul Biya encensait Francis Ngannou, et il disait même que les Camerounais pouvaient partir, aller, apprendre et revenir. Je veux dire, est-ce que finalement ce n'est pas un paradoxe, comme le disait M. Tadieu? Le discours dont je parle, c'était février 2022, je crois. Madame Ganzo, où se trouve le paradoxe? Un coup, le chef de l'État demande de ne pas partir. Un coup, il félicite ceux qui sont partis par route et qui sont revenus. Et ça fait donc un paradoxe. Moi, ce n'est pas la compréhension que j'ai du paradoxe. Peut-être que je suis un simple d'esprit, mais il faudrait me réexpliquer ça. D'accord. Écoutez, lorsque le chef de l'État demande de prendre exemple sur Francis Ngannou, Oui. il rappelle d'ailleurs que Ngannou a fait honneur au continent lors de son dernier combat contre Tyson Fury. Francis Ngannou n'a auparavant jamais boxé en professionnel. Non, la question c'est qui est Francis Ngannou? Comment est-ce qu'il arrive à devenir ce qu'il est aujourd'hui? Permettez. Francis Ngannou n'a jamais été boxeur professionnel. Oui. Lorsque vous réussissez à pratiquement mettre au tapis Tyson Fury, ça signifie qu'il y a quelque chose derrière. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est le travail, c'est l'abnégation. Donc c'est un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, il faut mettre l'accent dessus. Non, je veux dire, vous refusez de voir le cheminement par lequel Francis Ngannou est passé. Madame, la question, je dis, lorsque le président, je répète... Comment il en arrive à rencontrer Tyson Fury au point de penser je vous répète donc que lorsque le président dit « prenez exemple sur Francis Ngannou », ça signifie « regardez quelles valeurs il incarne un certain nombre de valeurs. » Ah d'accord. Cela ne signifie... de prendre par exemple je suis désolé, c'est pour ça qu'il n'y a aucun paradoxe. Moi, je suis amusé d'entendre des gens parler de paradoxe. Où est le paradoxe? Donc en fait, vous étiez avec ceux qui ont écrit le discours pour savoir exactement de quoi le chef de l'État voulait dire si, c'est pas ça. Mais relisez le discours, madame. Il y a un parallèle qui est fait en plus à ce moment-là. Ils viennent parler des lions indomptables qui sont piteusement sortis en Côte d'Ivoire avec des problèmes de discipline et d'organisation. Et donc, le contre-exemple, c'est quoi? Le contre-exemple, c'est Ngannou. Donc, quand j'entends parler de paradoxe, bon, je suis vraiment embêté. Maintenant, pour ce qui est de l'immigration, oui. Moi, je crois que le premier migrant que je connaisse, je l'ai rencontré dans un récit, la Bible. Il s'appelle Abraham. C'est le premier individu qui quitte un lieu pour un autre. Bon, lui, c'est une révélation divine qui lui dit « pars de cet endroit, va t'installer dans tel endroit que je te donnerai en possession ». Et il part. La plupart des migrants considèrent, pour des raisons objectives ou non, qu'ils peuvent avoir un mieux-être ailleurs. Donc là où ils se trouvent, ils ne se trouvent pas leur bonheur, et que ce bonheur peut se trouver ailleurs. Et en la matière, je voudrais préciser que les jeunes qui migrent le plus, ce ne sont pas encore les Camerounais. Les jeunes qui migrent le plus en Afrique, ce sont les Ivoiriens en premier, et ensuite ce sont les Nigérians. Donc, qu'on s'alarme de ce qui est des gens qui partent, oui, c'est toujours regrettable. Mais moi, je dis, moi, j'étais en France. J'avais 4 fois le salaire que l'université camerounaise me paye. Mais je suis rentré. Vous pensez... Mais si vous avez des individus qui considèrent que le bonheur, c'est quelque chose de matériel, donc ils cherchent un meilleur salaire, bien entendu que ces individus-là, s'il y a une opportunité d'aller au Canada, ils iraient.
Si c'était une question financière, je ne serais jamais rentré dans ce pays. On peut être heureux quand on se réveille le matin, on n'a rien à manger, on a passé la nuit sans électricité, on veut même prendre un bain. Il n'y a pas moyen de prendre un bain parce que l'eau ne coule pas. On n'a pas accès à l'eau potable. On peut être heureux dans ces conditions. Madame Ganzeux, oui. Les Camerounais qui vont pour la plupart au Canada ne tirent pas déjà le diable par la queue ici. Parce que l'immigration canadienne, c'est une immigration choisie. On cherche des gens qui ont des profils particuliers, qui ont de la qualité. Donc je n'ai pas l'impression que ces gens-là, quand ils se lèvent le matin, ils sont incapables de manger. Moi, j'ai des amis qui sont allés au Canada. Mais je suis désolé, je trouve toujours ahurissant d'ailleurs qu'ils soient partis parce que vous avez des individus... Vous, si vous avez la qualité, vous serez partis déjà. Permettez, je suppose que vous en avez. Ça se voit sur votre fronton. Écoutez, je connais des gens qui gagnent 2,5 millions ici, qui ont des postes de direction dans des banques ou dans des entreprises privées, mais qui ont quand même choisi de partir. Vous pensez qu'ils étaient malheureux? Et ils ont choisi de partir. Moi, je respecte ça. Combien sont-ils ces personnes-là? Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Justement. Je n'ai pas les chiffres. Mais je dis, les gens sont libres de partir et de venir. Et le chef de l'État a bien fait de rappeler que pendant que vous choisissez de partir, il y a des gens qui considèrent que le Cameroun, c'est un pays d'élection. Pour eux, effectivement. J'étais hier à Bepanda et on circulait dans le quartier et on regardait 2 ou 3 immeubles qui ont poussé très rapidement, qui sont très bien construits. Bepanda, c'est quand même un quartier assez populaire. Et en discutant avec les gens, on a découvert que ces terrains-là avaient été vendus à des Nigérians qui ont construit ces immeubles. D'accord. Si vous deviez faire le ratio entre ceux qui partent et ceux qui arrivent au Cameroun en termes d'apport culturel, apport économique et même apport intellectuel. Oui. Je rappelle simplement qu'il y a pas longtemps encore, on parlait de la fuite des cerveaux au Cameroun et c'était pas pour applaudir, c'était justement pour le décrier. Oui, ce sont des phénomènes qui peuvent inquiéter, mais pour ne prendre que cet exemple-là. Visiblement pas assez, puisque le chef de l'État se gargarise de ce que, si vous partez, il y en a pour qui le Cameroun... Mais c'est un fait, c'est-à-dire les flux migratoires sont tels qu'effectivement vous avez des gens qui partent et des gens qui entrent. Pour ne prendre que cet exemple-là, la diaspora nigériane au Cameroun rapatrie chaque année, à partir de son activité, au Cameroun un peu plus d'$1 milliard. Donc vous pensez que ces gens sont malheureux au Cameroun au point d'être capables de rapatrier $1 milliard? Moi, je vais régulièrement au nord-ouest et au sud-ouest. 70% des pêcheurs là-bas sont des pêcheurs nigérians. Le gouvernement y a installé, je dis installé, beaucoup de gens prétendent que le gouvernement ne fait jamais rien parce que ce n'est pas visible, parce qu'il ne fait pas de communication dessus. Le gouvernement y a installé, c'est-à-dire le gouvernement fait partie du lac Tchad vers la presqu'île de Bakassi, des compatriotes Mousgoum pour essayer de développer la pêche locale. Mais ils sont très peu nombreux. La majorité des pêcheurs qui pêchent dans nos eaux territoriales, ce sont des Nigérians. Vous n'avez que les Mousgoum que le gouvernement a installés. Les Camerounais, ils attendent le poisson à Yopoué. Ils attendent le poisson à Kribi. Mais il faut des bras pour aller pêcher ce poisson-là. Et ce qui se passe, c'est que le poisson qui est pêché dans nos eaux territoriales, puisqu'il est majoritairement pêché par des Nigérians, qu'est-ce qui se passe? Il finit au Nigeria, il ne finit pas dans notre assiette. Et dans le même temps, nous allons nous plaindre de ce qu'on importe massivement, ce qui va avoir une incidence sur notre balance commerciale. Mais il faudrait que les Camerounais se disent, nous aussi on va aller pêcher, parce que ces eaux-là, qui sont des eaux très poissonneuses, ce sont quand même nos eaux. Mais si vous n'acceptez pas d'aller vous installer, je ne sais pas moi, à Bamousso, si vous n'acceptez pas d'aller vous installer à Idabato, si vous n'acceptez pas d'aller vous installer à Djabane, pour attendre que le gouvernement vous apporte le bonheur à Douala, moi je suis désolé, le gouverneur fait ce qu'il est possible de faire, il ne viendra pas cogner à votre porte pour vous donner la manne. Vous devez vous lever le matin, vous devez travailler, vous devez aller dans des endroits où il y a des opportunités. Si je vous demande lequel de ces 2 documents est facilement délivré au Cameroun, passeport, CNI, vous direz lequel? Actuellement, c'est le passeport. Qu'est-ce que ça voudrait dire?
Écoutez, mais il me semble que le délégué général à la Sûreté nationale s'est exprimé dessus. Et il a d'ailleurs, comme il l'avait fait pour le passeport, indiqué que 2024 sera l'année à partir de laquelle la CNI serait délivrée en 48 heures. Je veux dire, il a tenu parole. Ce n'est pas encore le cas. Le passeport sert à voyager. Ce n'est effectivement pas encore le cas. Il a tenu parole pour le passeport. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne tienne pas parole pour la CNI. Professeur Claude Assé rassure le paradoxe ou non dans le discours avec le cas Francis Ngannou? Moi, je pense que les Camerounais, ils ne méritent vraiment pas ce chef de l'État qui fait tout. Pourtant, on voit bien comment il est au four et au moulin. On n'a même pas un conseil des ministres, je veux dire, rien que pour contrôler un tout petit peu l'action du gouvernement. On n'a pas de feuille de route. On nous a annoncé ici, au lendemain du dernier gouvernement, qu'on aurait des feuilles de route et qu'elles seraient contrôlées, encadrées, etc. On n'a rien de tout ça. On n'a pas le contrôle de l'action gouvernementale à quelque niveau que ce soit. Comment voulez-vous que dans un contexte pareil, on puisse avoir une gouvernance qui puisse être une gouvernance organisée, harmonisée avec des sanctions? Comment pouvez-vous imaginer que dans un pays comme le nôtre, rien que par les faits les plus saillants qu'on peut voir au travers des mêmes réseaux sociaux, que la justice peut recueillir à un moment donné pour nous donner des éléments d'information, comment voulez-vous qu'avec ça on puisse juger que si il n'arrive pas à réussir cela, que ce sont les autres choses qui nous annoncent à l'occasion des 10 février qu'il arrive à réussir? Moi, je dis, je ne peux critiquer personne. Et je pense qu'au moins ça, c'est le mérite de M. Riffoé. Il ne critique personne, il vous donne sa ligne telle qu'il la conçoit. Et c'est tout à fait normal. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Bien. Moi, je pense que, en l'occurrence, quand vous voyez la situation, le discours, je pense que lorsqu'il a tenu son propos tout à l'heure, le panéliste, j'aurais pu applaudir si on n'avait pas été dans ce contexte particulier, parce qu'il avait indiqué parfaitement, avec les mots qu'il fallait, ce que tout le monde pouvait penser. Et je ne sais pas si on ne doit mettre ça que au passif des collaborateurs du chef de l'État, parce que d'abord, d'une part, c'est le chef de l'État lui-même qui choisit ses collaborateurs, et que deuxièmement, on nous a fait comprendre qu'il a conservé sa lucidité. Je pense d'ailleurs que tel va être le cas, et que je suppose que s'il n'a pas pu contrôler en amont les discours qui lui sont proposés, au moins en aval. Moi, je pense que tous les chefs d'État ont des équipes derrière, mais il y a aussi des gens, lui-même il corrige, et il essaye d'orienter l'axiologie du propos qu'il a envie de tenir en fonction du message qu'il a envie. Donc, je ne pense pas que ce soit juste des actes d'irresponsables. C'est le président de la République, et de toute manière, à la fin, c'est le discours du président de la République. Alors, nous annoncer que vous avez la possibilité de faire comme... D'abord, premièrement, j'ai trouvé le propos, mais d'une vulgarité, nous dire que nous êtes le continent, qui est la validation. Parce que quand nous on dit dans le jargon, et j'ai envie d'avoir les éléments de la compréhension que je peux entendre à ma gauche, quand on dit le continent, c'est pour dire qu'on n'est plus qu'un pays. C'est-à-dire que le type de problème que nous rencontrons dans notre pays dépasse le genre de problème qu'on peut rencontrer à l'échelle d'un pays normal. On n'est plus un pays normal parce que nos problèmes dépassent les paupières. Alors, me dire que là-dessus, ce concept de continent doit pouvoir être analysé comme un élément favorable, je me demande parfois si nous vivons les mêmes réalités, la même planète, si nous avons affaire aux mêmes personnes. Je me pose la question. Mais je vous dis encore une fois, je ne critique pas. Chacun a le droit d'avoir les analyses qu'il a avec les éléments du quotidien, de son quotidien de tous les jours. Bien. Donc, que le président de la République emploie déjà le mot continent, prouvait déjà que, vous voyez, c'est le genre de personne qui, à un moment donné, comme il ne sait plus renouveler son propos, son discours, comme je vous le disais tout à l'heure, il est obligé de faire toujours plus, pour essayer d'y apporter des éléments nouveaux. Et donc, ce qu'il essaye d'apporter, ce sont des éléments comme le continent, essayer de mettre en contribution Ngannou, avant de rentrer dans le fond de son discours. Il a fait une tirade, son discours a duré à peu près 16 minutes. Je crois que pendant 5 ou 6 minutes, il nous a parlé de la FECAFOOT, du football, etc. Manifestement, il est à bout de souffle. Et il cherche un souffle nouveau ailleurs, sur des éléments qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a envie de nous indiquer. Et c'est la raison pour laquelle, en voulant faire toujours le too much, il en vient à nous parler de Ngannou, en oubliant que Ngannou, dont il est en train de faire l'éloge, est précisément le symbole de ce qu'il veut dénoncer, le message qu'il a envie de porter. Et encore une fois, aucun président de la République ne peut dire autre chose. Il est tout à fait dans son rôle que de dire aux gens, restez au Cameroun. C'est le minimum.
même dans le pays où je pense, les gens se tirent dessus, on se tape dessus au coup de machette, le président de la République vous dira toujours, restez parce qu'on a besoin de vous. Bien. Donc c'est tout à fait normal que le président... Sauf que, dans le même temps, et il ne s'en rend même pas compte, il nous apporte précisément le contre-exemple de ce qu'il a envie d'apporter, parce que là, en l'occurrence, Nganou, je suis désolé, il a été obligé de partir, parce qu'à aucun moment, d'abord, on ne nous dit pas combien de Nganou ont échoué ou sont morts sur le chemin de l'exil, on ne nous le dit pas, et à aucun moment on nous dit qu'est-ce que, c'est le président de la République qui parle, hein, le chef de l'État, qu'est-ce que l'État du Cameroun a mis à contribution pour que Nganou puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Bien, donc allez, débrouillez-vous en gros. Et puis si vous revenez et que vous êtes comme Nganou, nous allons capitaliser ça, nous allons prendre ça pour nous et puis essayer de le vendre comme si... Voilà, c'est ça que je ne comprends pas dans le propos du discours du chef de l'État. Donc si vous me posez la question de la cohérence, je m'interroge, je m'interpelle. Ça m'interpelle la cohérence du dernier discours que nous avons suivi. Et évidemment, ça, ce n'est qu'un de ces éléments-là. Et j'y vois naturellement un paradoxe. C'est le minimum qu'on puisse dire. Et on sort de ce discours avec tous les deux. Je sais que vous êtes déçus. L'État donne d'énormes moyens financiers au football. Il y a un problème de discipline et d'organisation. J'ai donné des instructions claires au MINSEP pour résoudre le problème. Est-ce que vous direz qu'Eto est dans l'étau? Ah, nous sommes dans le foot, là. On sort du discours du chef de l'État pour rentrer justement dans le foot. Merci, si vous permettez. Hein. Oui, bien sûr, vous voulez dire quelque chose oui, je voudrais quand même répondre au docteur Ifoué en disant que d'abord, il faut savoir qu'en matière d'immigration, de la fuite des cerveaux et des fils et filles du Cameroun qui s'en vont chercher fortune ailleurs, la grande majorité généralement pas de voies clandestines. Et donc les chiffres, il est même difficile d'établir les chiffres. Donc allez compter quelques dossiers qui sont passés par des voies légales dans des ambassades et consulats. Vous avez déjà une approche biaisée parce que la plupart s'en va par le désert. L'approche n'est pas biaisée. L'OIM suit la migration illégale justement. C'est eux qui font les statistiques. Autre chose. On ne peut pas aborder la question des fils et des filles du Cameroun qui décident de partir parce qu'ils se sentent mal à l'aise chez eux, en essayant de subordonner ça à la simple question du patriotisme. C'est très réducteur de penser que quelqu'un qui quitte le Cameroun pour aller ailleurs, c'est parce qu'il n'aimerait pas le Cameroun. Parce que c'est ce que je sous-entends dans le développement du docteur Ifoué. Je pense qu'il faut aller au-delà de cette vision que je trouve très simpliste de la situation pour regarder les choses un peu plus en profondeur. Pourquoi est-ce que le Cameroun a 4, 5, 6 fois plus de médecins formés à l'extérieur qu'au Cameroun? Madame Ganzo, vous ne pouvez pas aimer le Cameroun au point de vous retrouver affecté dans un poste de travail à l'arrière-pays où vous êtes médecin dans un hôpital et vous n'avez pas de laboratoire. Vous n'avez pas un plateau technique pour exercer tout au moins de façon acceptable le métier pour lequel vous avez été formé. Vous ne pouvez pas être un enseignant qu'on envoie à Tokombere ou à Ngelmenduka. Vous vous retrouvez dans l'arrière-pays sans route. J'ai regardé encore mes réseaux sociaux et j'ai vu une dame qui prenait la pirogue, enseignante, qui prenait la pirogue, je la salue au passage, c'est très courageux et très résilient de sa part, qui prenait la pirogue pour aller à son lieu de travail. Mais lorsque vous êtes un dirigeant conséquent, vous ne pouvez pas subordonner la fidélisation des fils et filles du Cameroun sur le territoire national à la simple question de patriotisme. Il faut aller au-delà de cette vue simpliste en essayant, si vous êtes un dirigeant conséquent, j'insiste là-dessus, en essayant de créer des dynamiques incitatives. Par exemple, si vous savez très bien que le confort en termes d'infrastructure qu'on peut avoir dans des centres urbains comme Douala, Yaoundé, n'est pas le même qu'on trouverait à Bambalan, c'est dans le nord-ouest du Cameroun, ou, je ne sais pas moi, quelque part là-bas dans le septentrion, ce que vous faites en tant que dirigeant qui veut fidéliser ses cerveaux sur son territoire, c'est de créer des mesures incitatives. Par exemple,
Si vous voulez qu'un enseignant aille enseigner à Bambalan, dans une zone hostile, où il n'y a même pas Internet, où les voies, les infrastructures de communication sont inexistantes, et quand elles existent, elles sont calamiteuses, vous donnez des primes. C'est-à-dire, vous pouvez décider qu'un enseignant qui accepte d'aller dans une zone difficile pour exercer son métier, doit avoir un traitement privilégié, particulier par rapport à celui qui veut rester dans les centres urbains. Un médecin qui accepte d'aller dans un dispensaire de la périphérie doit pouvoir avoir des primes. Ne doit pas être traité au même niveau que celui qui est dans le confort des centres urbains. Ça, c'est pour des gens qui ont une logique et un souci de fidéliser les populations sur le territoire. Cela se fait en créant des mesures, en prenant des mesures pour que cela soit fait. Pas simplement à scander le patriotisme. Vous ne pouvez pas aimer votre pays au point de vous étrangler. Et maintenant, pour revenir à la question du football. Oui, on sort du discours du chef de l'État. C'était quoi encore la question? Étau dans l'étau. Étau dans l'étau. Le jeu de mots vaut peut-être la peine. Étau dans l'étau. C'est un jeu de mots qui vient de mutation, le quotidien mutation. Bon, je ne voudrais pas singulièrement parler d'étau, parce que ça donnerait le sentiment qu'on a organisé un débat autour d'une personne. Je préfère parler du football. Le football camerounais, j'ai le sentiment, et c'est une opinion personnelle, qu'on lui donne plus de place qu'il n'en a en réalité. On accorde au football beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de temps qu'on aurait pu consacrer aux choses essentielles, j'allais même dire existentielles. Le foot n'est qu'un jeu, c'est un loisir. Et je pense que... En fait, la question que je vous pose est celle de savoir si vous pensez que le président de la FECAFOOT serait dans la tourmente après avoir écouté le discours du chef de l'État, parce que le président Paul Biya dit bien qu'il a donné des instructions. Il dit, je sais que vous êtes déçus, l'État donne d'énormes moyens financiers au football, et en problème de discipline et d'organisation, j'ai donné des instructions claires au ministre des Sports pour résoudre le problème. Est-ce que vous pensez que le président de la FECAFOOT devrait se faire du souci? Comment est-ce que vous me confortez dans ma position qui est celle de dire qu'on accorde au Cameroun plus de place au foot qu'il n'en a en réalité. Est-ce que c'est du domaine d'un président de la République d'aller chercher les choses dans la gestion d'une fédération de football qui n'est qu'une association? Je pense que si M. Eto'o n'a pas rempli son cahier de charges, que les gens qui l'ont mis là-bas, notamment le comité exécutif de la fédération, qu'ils le démettent. J'ai entendu dire, sous réserve de vérification, vous êtes journaliste, aidez-moi, qu'il aurait déposé sa démission, laquelle démission aurait été rejetée. Mais je dis, soyons un peu sérieux. Le Cameroun est devenu un gigantesque théâtre où chacun joue sa partition dans le coin pour lequel il se sent autorité. En matière de démission, vous annoncez votre démission, vous la déposez et vous quittez les lieux. Si vous voulez vraiment démissionner, vous déposez votre démission et l'instance prend acte. Est-ce que la question de l'émission est subordonnée à l'acceptation ou au refus de qui que ce soit? Donc je pense que c'est une comédie qui a été organisée pour animer la galerie, parce que justement quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez les Camerounais se déchaîner. Et Madame Ganzeux, cette histoire de foot nous consomme en temps et en énergie tout ce qu'on aurait pu consacrer au sujet qui engage l'existence même de la République du Cameroun. Je parle du foot, je dis bien, pas des individus. Le Cameroun a organisé la CAN en 2019. Je faisais partie à l'époque, et nous sommes un certain nombre de sociodémocrates à penser ainsi. Lorsque vous gérez une nation comme le Cameroun, et que les ressources financières ne sont pas proportionnelles aux besoins des populations, la sagesse managériale voudrait que vous procédez par priorisation. En termes de priorité, était-il nécessaire d'organiser une CAN au Cameroun qui a englouti beaucoup de milliards au détriment des adductions d'eau potable,
au détriment de l'élection. C'est une question idéologique que je pose là. Hein. Il y a des courants politiques qui pensent qu'on peut privilégier le champagne pour quelques-uns au détriment de l'eau pour le grand nombre. J'aimerais qu'on reste... Thomas Sankara. Mais nous pensons, en tant que courant politique, qu'on aurait pu faire l'économie de l'organisation de cette canne qui n'est qu'un jeu. Merci, pour C'était des problèmes existentiels des Camerounais. J'aimerais qu'on reste sur le discours et sur ces propos du président de la République. Est-ce que Samuel Eto'o, pour vous, est aujourd'hui dans la tourmente? Oh, vous savez... Vous avez écouté ce discours. Moi, je ne pense pas que Samuel Eto'o est dans la tourmente. Je pense que c'est juste un jeu de distraction. Parce que je voudrais vous rappeler que lors de l'élection présidentielle en 2018, pendant que l'organisation de la campagne électorale battait de l'aile, on annonçait un chef d'État qui devait tenir un meeting à Buea et que les gens se posaient même des questions pour savoir si finalement ce discours devait se tenir. Je pense que au plus fort de cette actualité, M. Eto'o, c'est lui qui a amené ici là rapidement le président de la CAF, qui est venu tenir un discours à la sortie d'un huis clos avec le chef de l'État qui à l'époque lui a donné un fort crédit. Et que lors de ce même discours, Eto'o fils lui-même a dit qu'il apportait son soutien au chef de l'État. Et je pense que c'était un sacrifice qu'il a fait parce que lui, derrière sa tête, il avait des ambitions, peut-être notamment celui de la FECAFOOT. Donc, c'est des partenaires, c'est un petit jeu qu'on fait. On essaie un peu de distraire les gens. Moi, je voudrais me poser la question. Pourquoi un homme qui est au service du peuple devrait envoyer le peuple vers la diversion? Je tiens à préciser aux gens que le budget de la présidente de la République pour 2024 est de 55 milliards 300 millions. Il dit de la présidence en lui seul. C'est-à-dire que le chef de l'État dispose de plus d'1 milliard 200 millions chaque semaine, à lui seul. C'est-à-dire que la présidence de la République, c'est uniquement le chef de l'État? Non, attendez, le gouvernement a son budget. Non, j'y arrive. Oui. Chaque département ministériel a son budget dévolu à ses missions. Le chef de l'État a 55 milliards 300 millions pour un an, donc plus d'1 milliard 200 millions par semaine. Vous dites qu'il y a beaucoup de services. Dites-moi, ces services produits, ils font quoi pour avoir besoin d'1 milliard 200 millions chaque semaine? Pendant que la population est inquiète de son avenir, de ce que le prix du carburant a augmenté, et qu'on est en train de réfléchir, on se dit que voilà un monsieur que nous entretenons grassement pour qu'il ait la liberté, l'aisance de nous apporter des solutions. On nous dit que non, j'ai donné des instructions pour la FECAFOOT. La FECAFOOT résout quel problème dans ce pays? Est-ce que c'est à cause de la FECAFOOT que le prix du carburant a augmenté et que la population va subir une autre inflation? Non. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on décide de fermer la FECAFOOT, la vie des Camerounais va s'améliorer. Ce monsieur à la présidence a 1 milliard, plus d'1 milliard 200 millions par semaine pour travailler à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Qu'il le fasse et qu'il arrête de nous envoyer vers la diversion. Alors, Saint-Éloi Bidon, ancien militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, estime que Paul Biya devrait décorer Samuel Eto'o fils. Et pour cause, en un seul post sur le président de la FECAFOOT, les internautes parviennent à tout oublier, coupure d'électricité, inflation. Alors, docteur Patrick Rifoé, à votre avis, quel est aujourd'hui le sujet le plus important, le sujet crucial, celui qui devrait retenir l'attention de tous les Camerounais? Ça n'existe pas. Et pourquoi vous voudriez qu'il y ait un seul foyer d'attention dans une nation de 28 millions d'habitants? Ce n'est même pas possible. Donc non, il n'y a pas un sujet qui devrait monopoliser. L'inflation ne devrait pas peut-être inquiéter. Écoutez, oui. Vous êtes médiateur. Là, vous avez organisé un panel. Vous nous avez envoyé vos sujets. Bon, dites-nous, est-ce que c'est sous la dictée d'un directeur du MINCOM que vous avez défini les sujets dont on devait parler ici aujourd'hui? Qui a parlé du MINCOM? Je pose la question. Je veux qu'on réfléchisse ensemble au sujet. Est-ce que c'est sous la dictée d'un directeur du MINCOM que vous avez défini les sujets dont nous débattons ce midi? On n'en est pas là, docteur Patrick. Ok. Est-ce que je peux faire... J'ai parfaitement compris votre question. Est-ce que je peux faire l'hypothèse... Peut-être que je vais la poser autrement.
Est-ce que l'inflation est un sujet suffisamment pertinent, suffisamment intéressant pour aujourd'hui retenir l'attention de tous les Camerounais? Et je poursuis mon développement. Est-ce que je peux faire l'hypothèse que ce qui vaut pour vous, vaut pour vos collègues de Canal 2, de Vision 4, d'Equinox, de LTM, d'Info TV, de Camdis, et ainsi de suite? Est-ce qu'on peut faire cette hypothèse? Allez-y, docteur. J'espère juste qu'après, vous répondrez à ma question. Parce si on peut faire cette hypothèse, ça signifie que des médiateurs importants qui définissent l'agenda des débats dont certains faiseurs d'opinion vont parler ne prennent pas la dictée du gouvernement. Je ne pense pas non plus, si on regarde la presse écrite, que quand vous entrez dans la rédaction du quotidien Le Jour, de Mutation, de la Nouvelle Expression, ainsi de suite, je ne pense pas qu'il y ait un fonctionnaire du MINAT là-bas qui va définir les sujets qui vont être traités. Ça n'existe pas. Je repose dans autrement dit, autrement dit, les sujets dont les Camerounais débattent sont des sujets qui sont imposés par des médiateurs comme vous. Qui avait choisi. Et donc, si l'inflation n'est pas dans l'ordre des priorités des Camerounais, c'est de la faute aux médias. C'est ce que vous dites. Je ne dis pas que c'est la faute aux médias. Ce que je dis, c'est que le gouvernement ne dispose pas de moyens pour orienter les débats dans l'espace public au Cameroun. Il ne dispose pas de ces moyens. Quand vous êtes dans un État totalitaire, c'est parfaitement possible. Hein? C'est-à-dire, vous pouvez choisir de dire, on va parler de X ou Y. Et personne ne fera autrement. Mais dans une société ouverte comme la nôtre, au sens de Karl Popper, moi je suis désolé, les gens parlent de ce qui les intéresse. Maintenant, pourquoi est-ce que... Vous avez dit les gens parlent de ce qui les intéresse. La question que j'ai posée, c'est devrait. Quel est le sujet qui devrait? C'est la question que j'ai posée. Écoutez, ma déformation professionnelle fait que le sexe des anges, je n'en parle jamais. Et je disais à mes étudiants mercredi, vous parlerez du sexe des anges, on fera des débats sur le sexe des anges quand nous serons au paradis. Pour le moment, on parle de l'existant. Donc, les choses telles qu'elles devraient être ne m'intéressent pas beaucoup. En revanche, je n'ai pas terminé. Elles ne m'intéressent pas beaucoup. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que le football génère beaucoup de passion et beaucoup d'émotions. Et quand vous rajoutez à ça le président de la FECAFOOT, qui est un individu particulièrement clivant, les gens ont quand même oublié que dans ce pays, entre 2006 et 2010, il y avait des batailles rangées où des gens ont même perdu la vie parce que vous aviez des Camerounais qui vous disaient que moi je préfère Drogba à Eto'o, qui est quand même un compatriote. Mais on a eu ça dans ce pays. Donc quand vous avez quelqu'un de particulièrement clivant comme ça, qui prend l'institution, qui génère de très fortes émotions, mais ça renforce simplement le clivage qui existait déjà. Donc il va forcément y avoir une focalisation telle que vous avez des gens qui souhaitent qu'il réussisse, mais vous avez beaucoup de gens à côté qui prient pour qu'il se casse la figure. Très bien. Et donc, effectivement, quand vous avez une CAN comme celle-là, qui ne s'est pas bien passée, effectivement, tant que la CAN n'est pas terminée, nous ne sortirons pas du sujet de la FECAFOOT. Ça ne signifie pas, et j'en viens donc à votre question, en conclusion, ça ne signifie pas que les questions liées à l'inflation n'intéressent pas les gens. Vous-même, les journalistes, moi, je fais le monitoring, je dis, quand vous regardez les sujets mis à l'agenda, mis à l'agenda des débats politiques, l'économie a une place marginale. Vous préférez des sujets éminemment politiques, mais j'ai envie de dire, désormais, peut-être, on aura davantage d'économie dans des émissions comme celle-ci. Mais ça va prendre un peu de temps. Donc, il ne faut pas danser plus vite que la musique. Nous avons toute l'année 2024 pour débattre sur des questions économiques, sur des questions de l'inflation. La FECAFOOT n'est donc pas une arme de distraction massive. Professeur Claude Assira, à qui est-ce que ça profite la diversion, si vous voulez, l'intense actualité autour du président de la Fédération camerounaise de football? À l'acteur en général, celui qui aime la diversion, celui à qui profite la diversion en général, c'est l'acteur. Mais si vous permettez que je revienne à la question originelle que vous avez posée, moi je pense que Eto'o n'a rien à craindre, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que c'est le même président de la République qui, depuis de nombreuses années, des décennies, menace d'un doigt rageur ceux qui portent atteinte à la fortune publique et qui vont rendre gorge, et pourtant il ne se passe rien du tout.
Donc j'ai plutôt l'impression que ce que le président de la République a indiqué la dernière fois ressemble un peu à ces rodomontades habituelles où, à l'occasion d'un micro qu'il voit passer, il indique que lui, il est le maître de la situation, il va mettre bon ordre et que finalement, il ne se passe rien. Il ne s'est jamais rien passé. La deuxième raison pour laquelle je pense que Eto'o ne risque rien, c'est tout simplement que Eto'o échappe au magistère du président de la République. Quoi qu'il en soit, tout président de la République qu'il soit, je ne vois pas en quoi l'État a à intervenir dans le fonctionnement de la FECAFOOT. La Fédération Camerounaise de Football est une association qui a son mode de fonctionnement, qui a son mode de désignation de ses dirigeants, et Eto'o a été désigné jusqu'à preuve du contraire selon un mode démocratique, en tout cas régulier, que personne, aucun de ses adversaires, en tout cas son adversaire, moi j'ai été pour son adversaire principal, autrefois ne lui a contesté. Donc par conséquent, je ne pense pas que son mandat ait pu souffrir, du moins dans sa naissance, de la déconvenue d'Abidjan. La seule façon pour lui d'y mettre un terme, les seules façons auraient été éventuellement qu'il en fût démis soit par le COMEX, soit qu'il en démissionnât lui-même. Ce qu'il a, paraît-il, entrepris de faire, et l'organe, justement, exécutif, l'en a finalement dissuadé. Donc jusque-là, si les choses se sont ainsi passées, il n'y a personne qui pourrait remettre en cause la place d'Eto'o aujourd'hui. L'État ne peut pas intervenir, je ne vois pas dans quelle mesure l'État, même le président de la République, à moins qu'il y ait eu des actes de sa part qui menacent éventuellement l'ordre public ou éventuellement des appels à l'insurrection ou peut-être une infraction pénale qui a une valeur qui dépasse celle du fonctionnement d'une association. En dehors de ces hypothèses-là, Eto'o n'a strictement rien à craindre. En revanche, encore une fois, le président de la République est tout à fait dans son rôle d'appeler les uns et les autres. Il a compris que le football, ayant quelque chose de particulier dans l'esprit des Camerounais, c'est ce point-là, ce qui est un échec lamentable, ne pouvait pas passer inaperçu à l'occasion de sa première prise de parole. Je pense que de ce point de vue, il ne pouvait pas ne pas en parler. Maintenant, les termes, encore une fois, qu'il emploie pour pouvoir nous dire la mesure de la récrimination qui est la sienne, sont tellement banales, tellement qu'on se demande si c'était vraiment pertinent de le dire là. Parce que s'il prend la mesure, on aurait aimé voir un chef d'État qui vient vous dire, voilà, compte tenu de... Je vous signale en passant, d'ailleurs, petite parenthèse, qu'il n'a fait que reprendre exactement dans les mêmes termes les propos d'une interview qu'il avait eue autrefois en disant qu'il faut de l'effort, il faut la constance, voilà, à une époque. Il n'a fait que les reprendre à l'identique, sans rien changer du tout. Bien. Tout simplement pour les adapter un peu voilà, au moment. Mais, et puis parce qu'il sait aussi que c'était vendeur que de pouvoir le dire à ce moment-là contre Lyon. Mais quelles sont les mesures que le chef de l'État a effectivement entendu prendre? Quelles sont les instructions? Quel est le sens des instructions? Qu'est-ce que ça a de nouveau? Quelle est la mesure des instructions qu'il a prises au regard de la gravité du phénomène qu'il nous dit avoir constaté, au point qu'il veuille l'insérer en prologue de son propos? On ne voit rien du tout. Voilà, c'est encore un catalogue voilà, de bonnes intentions qui sont diffusées. Bien. Et la troisième raison pour laquelle je pense que Eto'o ne risque rien, c'est qu'il faut se demander quelle est la part d'Eto'o dans l'échec, quelle est la part de la FECAFOOT. Je le dis toujours, je pense que quand il parle d'instruction, il doit certainement avoir compris que l'État, c'est-à-dire le ministère des Sports, a une responsabilité particulière dans la mise en place, la promotion, le développement du football, du sport en général, et en l'occurrence du football. Et que là, par conséquent, j'ai l'impression que son ministère, son gouvernement, l'administration qu'il dirige, est un peu lacunaire. Donc, de ce point de vue, s'il a compris ça, je pense qu'on a déjà un tout petit peu avancé. Mais encore une fois, si on a avancé de son discours, on aurait aussi aimé que derrière, il puisse y avoir les éléments positifs, généreux qu'il a entendu mettre en œuvre, et non pas simplement des instructions. Parce qu'en nous disant les instructions, évidemment qu'il a bon dos. On imagine que le président de la République a compris là où c'est sensible. Mais nous, il ne va pas nous permettre, nous, demain, d'interpeller le ministre des Sports en lui disant
le chef de l'État, notre chef de l'État, vous a donné telle ou telle feuille de route, telle ou telle indication particulière, et finalement, qu'en avez-vous fait? Donc, vous voyez, c'est ce discours, c'est pour ça que je vous dis, au bout d'un moment, les discours du président de la République, je vous assure qu'on les connaît. Moi, je peux vous dire déjà ce qu'il va vous dire. C'est exactement les mêmes choses. Vous ne voyez rien, aucun développement. Je voulais faire une précision à la suite de Maître Assira, juste pour ajouter à ce qu'il est en train de dire. Le chef de l'État avait lancé l'Académie nationale de football. Oui. Ça date de très longtemps. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, il puisse nous dire que dans l'équipe de football qui allait nous représenter en Côte d'Ivoire, 20% de cette équipe sort de l'Académie nationale de football. 15% sort de l'Académie nationale de football. C'est comme ça qu'un dirigeant impacte. C'est-à-dire qu'à l'époque, il nous a fait comprendre qu'il était soucieux du développement du football. Il a créé l'Académie, il a nommé des dirigeants, on a donné des moyens. Quel est donc l'impact de cette Académie dans notre équipe de football? C'est à lui, c'est à nous de lui poser les questions aujourd'hui. Que monsieur le chef de l'État, vous vous êtes servi de notre budget et de nos éléments pour créer une académie dont le rôle était de développer notre football. Où en sommes-nous? Ce n'est pas de venir... Les gens doivent arrêter de courir après Eto'o-Fils et après la FECAFOOT. Donc pour terminer, parce que je ne vais pas terminer, juste une petite seconde, il a peut-être compris que l'État, de ce point de vue, avait été défaillant. Mais en revanche, je veux encore qu'on me mette comme présente les responsabilités de la FECAFOOT, ou plutôt du président de la FECAFOOT, oui, dans cet échec, dans ce fiasco. Moi, encore une fois, je dis, j'essaye toujours d'être neutre et de donner à chacun. Moi, je n'ai pas été du bon côté, c'est-à-dire du côté gagnant, à l'élection du président de la FECAFOOT. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le fonctionnement du football, la Fédération camerounaise de football, moi, j'ai plutôt l'impression que même si sa personnalité peut parfois interroger, parce que, comme il disait tout à l'heure, Dr. Foy, il est assez clivant, ce qui est tout à fait vrai, même quand il était encore lui-même footballeur, c'était le cas. Je pense que cette personnalité se ressent dans ce qu'il est comme président. En revanche, moi j'ai plutôt eu l'impression, le footballeur que j'ai pu être à un moment donné, celui qui s'intéresse à la chose footballistique, qu'il essaye tant bien que mal, avec les moyens du bord, de se retrousser les manches et de se dire on va essayer de donner effectivement au football sa grandeur. Naturellement, je peux imaginer que le bilan en 2 ans et demi ne peut pas être un bilan forcément merveilleux, mirifique, mais on le voit quand même à l'œuvre. Et je pense que si le président de la République avait aussi été comme ça, qu'on le voyait à l'œuvre, essayant de se retrousser les manches pour essayer de nous sortir, de nous dépêtrer du grand merdier dans lequel on est, même si on n'y arrivait pas, on serait déjà très content. On reproche davantage à nos dirigeants de ne pas faire grand-chose. Et moi, je pense qu'on leur reproche avec raison, et on leur reproche suffisamment pour que, de mon point de vue, quand on peut voir quelqu'un qui essaye de mettre en œuvre la politique qu'il a mise, qu'il a annoncée, qu'on puisse au moins s'en réjouir. Moi, je ne vois pas dans le président de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui un élément qui puisse justifier qu'il puisse être... Alors, le thème, c'est Eto'o face aux questions urgentes au Cameroun. Beaucoup accusent justement le président de la FECAFOOT d'être utilisé comme moyen de diversion face aux questions pertinentes de l'heure. On a par exemple l'inflation avec le dernier miroir, l'augmentation du prix du carburant. Mais nous, on n'en parle pas autant qu'on parle par exemple de la démission refusée du président de la FECAFOOT. Comment est-ce que vous analysez cet état de choses? Bon, je crois que... les Camerounais ont trouvé en la popularité d'Eto'o une occasion eux-mêmes de se distraire. Et tout à l'heure, à l'ouverture de l'émission, on parlait un peu de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Et je tendais à vous démontrer que c'est depuis le sommet de l'État qui s'arrange à utiliser les réseaux sociaux, parfois pour des objectifs qui considère à distraire le public. Je vous ai pris tantôt la page officielle du chef de l'État qui avait été mise à contribution dans un buzz, ainsi de suite. Donc, eux-mêmes, dans l'appareil de l'État, ont des milices cybernétiques qui sont à leur solde. Quand je dis des milices cybernétiques, c'est qu'il y a des catégories de gens qui sont assis dans leur maison et qui parfois ont des faux profils, dont le seul but est de venir sur les réseaux sociaux, créer des débats qui vont dans tous les sens, et parfois ils se servent de la fibre tribale, ainsi de suite. Et puis vous voyez, le débat va dans tous les sens. Au-delà de ça, il y a beaucoup de groupes qui se sont développés sur les réseaux sociaux et qui parfois, le seul objectif n'est que de faire dans la diversion. Donc,
est-ce que c'est Eto'o qui fait la diversion? Non, Eto'o ne fait pas la diversion. Il fait son actualité, il gère son business. Et comme le professeur Assira l'expliquait tout à l'heure, c'est qu'il n'est responsable que devant l'Assemblée générale de la FECAFOOT. C'est eux qui constituent son collège électoral. Donc c'est auprès de qui il le rencontre. Est-ce qu'il travaille mal? C'est à eux de décider. Est-ce qu'il travaille bien? C'est à eux de décider. Mais toutefois, l'actualité qui tourne autour de lui est servie par, en fait, les milices qui sont au service de différentes personnes dans le gouvernement se servent de son actualité pour nous divertir. Sinon, il y a plus d'actualité sur lequel les Camerounais devraient s'intéresser. Mais il faut qu'on crée de la diversion pour les éloigner de ces sujets, pour qu'ils subissent juste le coup de tout ce qui est en train d'être fait en s'intéressant aux pauvres. Sur la même question, Eto'o face aux questions urgentes au Cameroun. Je pense que... On sort de cette émission avec vous. C'est peut-être accorder... ou alors trouver le mauvais coupable que de penser que... Monsieur Eto'o, l'individu, serait de façon construite une source de diversion. Je pense plutôt que les Camerounais, et là je parle des citoyens qu'on rencontre au rez-de-chaussée de votre immeuble quand on va descendre là, les Camerounais d'une façon générale aiment la diversion. Allons encore sur les réseaux sociaux une fois de plus. Lorsqu'un sujet est pertinent, généralement vous voyez très peu de commentaires, très peu de réactions. Mais quand il s'agit de choses bizarres qui se sont passées dans des sous-quartiers, ben, vous voyez des commentaires à profusion. Les gens se déchaînent sur des choses qui n'ont aucun apport. Qui n'ont aucun apport véritable dans la construction de leur personne et dans l'éventualité de la construction nationale. Mais vous les voyez s'arc-bouter là-dessus. Mais si vous faites l'expérience à la sortie de cette émission, allez sur votre profil, parlez d'un sujet d'économie, parlez d'un sujet politique. Demandez par exemple aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales et l'importance que cela revêt. Vous trouverez très peu de compatriotes enclins à aller en parler. Merci. Mais si vous dites que dans une auberge de la place, il y a un monsieur qui se serait bagarré avec une jeune demoiselle et vous montrez quelques clichés là, ben, vous allez voir tout le Cameroun. Merci, monsieur Marcel Tadjou, d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous, monsieur Fodieu. Merci, professeur Claude Assira. Merci, docteur Eric Foué. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche.